Mais franchement, moi, le soir après, j'étais en mode. Et c'est en 3 heures. Bien, bonjour à tous. Alors, on continue aujourd'hui notre présentation de Kant, donc le deuxième gros morceau de ce cours d'introduction à l'histoire de la philosophie. On a vu Hume, on a vu l'empirisme de Hume. Vous vous souvenez que pour Hume, il y a deux grands types de connaissances. La principale, c'est la connaissance qui vient de l'expérience, c'est presque la seule source de connaissance. Il y en a une deuxième, c'est la raison qui nous permet juste de donner des vérités logiques, okay, mais pas plus que ça. Le but de Kant, ça va être de dire contre Hume, enfin, le but de la philosophie théorique de Kant qu'on a commencé à voir, ça va être de montrer contre Hume qu'on peut connaître plus par la raison que simplement la logique. D'accord ? Pour Hume, une fois que vous avez terminé la logique, en gros, vous avez fini ce qu'on peut connaître par la raison. Kant veut montrer que par la raison seule, indépendamment de l'expérience, on peut connaître beaucoup plus de choses que ce que pense Hume. Donc, l'idée de Kant au départ, on l'a vu, je vous fais un petit rappel, comme d'habitude, c'est d'essayer de comprendre comment on peut connaître a priori un certain nombre de vérités, et en particulier un certain nombre de vérités nécessaires. Donc Kant pense que depuis notre fauteuil, nous autres philosophes, on peut d'une certaine manière arriver à formuler des connaissances qui sont nécessaires et universelles, et il veut nous montrer comment ça c'est possible. Okay, et il veut montrer en particulier à Hume comment ça c'est possible. Souvenez-vous de la célèbre formule de Kant qui remercie Hume de l'avoir réveillé de son sommeil dogmatique. Donc la métaphysique, pour Kant, vous vous souvenez, il redéfinit la métaphysique. Ce n'est pas l'inventaire des choses qu'il y a dans le monde, mais c'est juste quelque chose qui concerne la connaissance a priori. On verra que toutes les connaissances a priori ne sont pas de la métaphysique, mais en tout cas, la métaphysique relève de la connaissance a priori. A priori, ça veut dire indépendante de toute expérience. Okay, donc Kant veut montrer qu'il est possible d'avoir des connaissances a priori, et plus précisément, enfin autrement dit, pas plus précisément, montrer que la métaphysique est possible. Je ne reviens pas sur tout ça. Alors ça, c'est le projet général. Et puis on a vu la dernière fois qu'il essaye de préciser un peu le projet pour l'instant. Ce qu'il va essayer de montrer plus précisément, c'est de montrer qu'il y a une connaissance a priori qui est possible et qui est synthétique. Hume, comme je viens de vous le dire, il pense qu'on peut connaître a priori la logique. Donc Hume, en un sens, dit « Oui, très bien, moi je suis d'accord avec toi, il y a une connaissance a priori possible, mais elle est juste tout petit rikiki. » Mais ce que veut dire Kant, c'est non, on peut connaître beaucoup plus a priori que la simple logique. Plus dans quel sens? Plus dans le sens de synthétique. Ça, c'est la grande idée de Kant, c'est d'avoir montré d'après certains, échoué à montrer d'après d'autres, mais en tout cas, c'est son projet central, de montrer qu'il y a une connaissance synthétique a priori. Et on a passé un certain temps à essayer de comprendre ce que voulaient dire les jugements synthétiques. Donc ça, c'est Hume. Il y a deux types de connaissances, analytiques d'un côté et empiriques de l'autre. Les connaissances analytiques, elles sont a priori, préalables à l'expérience. Les connaissances empiriques, comme leur nom l'indique, elles dépendent de l'expérience. Et puis ça épuise la variété des connaissances possibles. Vous voyez que, comme je vous disais la dernière fois, dans ces énoncés-là, c'est des énoncés qui sont vrais logiquement, ou qui sont vrais conceptuellement. Si vous connaissez les concepts en question, tous ces énoncés-là devraient vous frapper comme des évidences. Julie sourit ou ne sourit pas, aucun célibataire n'est marié, un Suisse sur deux vit avec un salaire inférieur au salaire médian. Tout ça sont soit des vérités logiques, soit des vérités conceptuelles qui naissent de la nature du concept de célibataire ou du concept de salaire médian. De l'autre côté, on a des énoncés comme Julie sourit, Jean est célibataire, un Suisse sur deux vit avec un salaire inférieur à 6 500 francs, qui sont des vérités empiriques, d'accord? Ça, si vous êtes dans votre fauteuil, que vous réfléchissez très fort, vous ne pouvez pas découvrir ça. Okay, mais ça, vous pouvez découvrir. Ou comprendre, ou saisir. D'accord? Donc ça, c'est Hume. Que fait Kant? Il dit, excuse-moi David, mais tu as oublié quelque chose d'essentiel. Il y a entre ces deux notions, entre ces deux types de connaissances, il y a un autre type de connaissance
qui sont ni analytiques ni empiriques, qui sont celles que j'appelle synthétiques a priori. Donc si vous avez une notion à retenir dans toute votre vie de Kant, un terme à retenir dans toute votre vie de Kant, pour sa philosophie théorique, pour la philosophie pratique, on verra qu'il y en a un autre, mais pour la philosophie théorique, c'est le synthétique a priori. Le synthétique a priori, c'est la grande découverte, si c'en est une, de Kant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Kant veut faire? Il veut d'abord préciser ce qu'on appelle un jugement synthétique a priori, ou une connaissance synthétique a priori, et puis après, il veut montrer comment de telles connaissances sont possibles. Pour l'instant, on a juste nommé le projet, d'accord, mais on n'a pas encore résolu le problème. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement analytique? Je reviens un petit peu là-dessus, parce que ça va faire l'objet, on ne le verra pas cette séance, mais la séance suivante, d'un certain nombre de critiques de Kant, de Bolzano en particulier, qui vont dire qu'il a mal défini les notions d'analytique et de synthétique. Il a bien raison d'introduire ces notions, mais il les a mal définies. La définition, et nous-mêmes on l'a vu un petit peu la dernière fois, en disant on n'est pas très sûr de savoir pourquoi certains exemples sont analytiques et d'autres synthétiques. La définition officielle de Kant, c'est qu'un jugement analytique, c'est un jugement dans lequel le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Okay. Exemple de Kant, tout corps est étendu, c'est un jugement analytique, car d'après Kant, le concept d'étendu, il est contenu dans le concept de corps. Okay. Si vous comprenez le concept de corps, vous comprenez le concept d'étendu. Prenez un autre exemple peut-être plus familier, plus courant en philosophie contemporaine, que j'ai mis dans la diapo précédente. Si vous dites aucun célibataire n'est marié, ça vient des concepts de ce que c'est qu'être un célibataire. Vous n'avez pas fait une grande découverte sur le monde quand vous avez dit ça, vous êtes juste en train d'expliciter ce que veut dire être célibataire. Donc ça, c'est un jugement analytique. Le concept de ne pas être marié est contenu dans le concept d'être célibataire de la même façon que le concept d'être étendu, d'après Kant, est contenu dans le concept d'être un corps. Les jugements analytiques, autrement dit, ils expliquent, ils déplient, ils déploient ce qui est déjà contenu dans le concept initial. Vous avez le concept de célibataire, vous dépliez le concept et vous arrivez à non marié. Si vous avez compris ce que c'est qu'un célibataire, forcément, vous arriverez à l'idée qu'une personne célibataire n'est pas mariée. De l'autre côté, vous avez les jugements synthétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement synthétique? C'est la négation d'un jugement analytique. C'est un jugement dans lequel le concept du prédicat n'est pas contenu dans le concept du sujet. Et là, l'exemple de Kant qui nous a un peu critiqué, c'est de dire tout corps est lourd. Pour Kant, tout corps est lourd, c'est un jugement synthétique parce que si vous avez le concept de corps, vous n'avez pas encore l'idée qu'un corps est forcément lourd. Ça doit être une découverte empirique. Son idée ici, c'est que vous réfléchissez à votre concept de corps, vous dites, un corps, il doit avoir une certaine forme, il doit être peut-être impénétrable, dit-il, mais le fait qu'il ait un certain poids, une certaine pesanteur, ça ne vient pas du concept de corps, il faut que vous ayez fait l'expérience d'un corps, de sa lourdeur, pour dire, ah oui, en plus, tout corps est lourd, ça c'est quelque chose qui vient de l'expérience. Alors, on a tiqué un petit peu là-dessus, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, oui, en fait, pourquoi est-ce que l'étendue devrait faire partie du concept de corps et pas la lourdeur? C'est pas quelque chose qui nous frappe d'emblée. Mais je vous ai dit, et c'est ce que j'ai mis dans la diapo précédente, il y a des exemples très clairs d'autres énoncés empiriques, comme Julie Souris par exemple. Ça, c'est un énoncé synthétique, et pas donc, c'est un énoncé synthétique, et aussi un énoncé empirique, synthétique dans le sens dans lequel le concept du prédicat n'est pas contenu dans le concept du sujet. Donc ça, c'est les deux grands type d'énoncé pour Kant, et la chose que Kant ajoute, c'est de dire que contrairement aux énoncés analytiques qui ne nous disent que ce qu'on a déjà une fois qu'on a le concept initial, les énoncés synthétiques, ils augmentent notre connaissance. Ils ne font pas juste que déplier ce qu'on a déjà sous la main, ils augmentent les choses qu'on sait. On apprend des nouvelles choses. Ce n'est pas des trivialités, les énoncés synthétiques. Donc, énoncé analytique, j'espère que c'est un moyen mnémotechnique qui vous aide. Ça, c'est analytique. Vous dépliez ce qui est déjà là. C'est du coton bien dur. Ça, c'est synthétique. C'est une matière synthétique. Ça, quand vous avez un énoncé synthétique, vous étendez votre connaissance, vous gagnez en connaissance. Bien. Exemple d'énoncé synthétique a priori. Pour Kant, tous les corps sont pesants ou lourds. On vient de voir qu'on peut avoir des doutes là-dessus. Tous les énoncés mathématiques vont faire partie des jugements synthétiques. On va parler un peu des mathématiques pour Kant aujourd'hui, de choses très simples, juste d'addition et de propriété du triangle. On ne va pas faire de mathématiques compliquées, mais ce qui est crucial pour Kant, c'est que les mathématiques font partie des énoncés synthétiques a priori.
des énoncés généraux de physique qu'il appelle de la physique pure, du type la quantité de matière est toujours préservée, ou des énoncés du type tout événement a une cause. Ça, c'est des choses d'après Kant qu'on peut savoir de manière a priori, sans observer les choses, et qui ont une validité nécessaire et universelle. Donc, on a joué jusqu'ici avec deux distinctions. J'ai rajouté ce tableau pour que les choses soient claires. On a la distinction entre les énoncés analytiques et synthétiques. Analytique, le concept du prédicat est contenu dans le sujet. Synthétique, le concept du prédicat n'est pas contenu dans le sujet. A priori, qui est connu indépendamment de l'expérience. A posteriori, qui est connu par l'expérience. L'idée de Kant, c'est que vous avez des énoncés a priori et analytiques. Là-dessus, Hume est d'accord. Vous avez des énoncés a priori et synthétiques. Là-dessus, Hume est d'accord. Vous n'avez pas d'énoncé analytique a priori. Hume n'en parle pas, mais il serait certainement d'accord. Qu'est-ce que ça voudrait dire un énoncé analytique a priori? Ça voudrait dire une sorte de vérité logique que vous découvririez par l'expérience. Et Kant dit, ben, si vous savez qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas, cette proposition complexe, vous n'avez pas besoin de regarder le temps qu'il fait. Enfin, c'est pas Kant qui dit ça, c'est un exemple célèbre de Wittgenstein. Vous n'avez pas besoin de regarder par la fenêtre pour savoir qu'il est vrai qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas. Donc, l'expérience ne vous livre pas des énoncés analytiques. Ça, c'est la logique, vous la savez par votre raison, mais pas par vos yeux. La chose importante pour Kant, c'est ici, ok? Pour lui, vous avez des énoncés qui sont indépendants de l'expérience et qui sont synthétiques, qui augmentent votre connaissance. Et son exemple paradigmatique, c'est les mathématiques, mais ça va aussi être la métaphysique. Voilà pour le rappel. Je vais rajouter quelque chose ensuite, mais est-ce que déjà, ici, vous avez quelques questions? Tout est clair. C'est un peu de... C'est même déjà beaucoup de jargon, mais comme je vous l'ai dit, Kant a le défaut d'être un peu jargonneux, mais est-ce que les distinctions sont claires pour vous, Jean? Disons que du coup, c'est des propositions mathématiques, j'ai un peu de la peine à comprendre pourquoi elles sont a priori. Enfin, typiquement, si on prend la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, j'ai du mal à me dire que c'est quelque chose que je peux savoir a priori sans en faire l'expérience. Oui, je peux pas faire l'expérience de tous les triangles, mais je peux quand même. Enfin, je suis pas né en sachant ça. Voilà. Alors, a priori, ça ne veut pas dire qu'on le sait à la naissance. Ça ne veut pas dire inné. Oui. Hein? Oui. Ça veut dire qu'on peut savoir indépendamment de l'expérience. Okay? Et il y a un certain nombre de ces connaissances a priori dans lesquelles le prédicat, dit Kant, est contenu implicitement dans le sujet. Donc ça veut dire qu'il faut faire un travail pour analyser le sujet et arriver pour les énoncés analytiques, arriver à découvrir ce qu'il y a dedans. Là, je suis ici pour la logique. Hein? La logique, vous ne la savez pas à la naissance, mais quand on vous la donne, c'est pas qu'on vous montre des choses, on vous donne des exemples, mais quand vous apprenez la logique, c'est pas comme apprendre un nouveau fait dans le monde que l'eau bout à 100 degrés ou ce genre de choses, d'accord? Alors, cela dit, Kant est assez serait heureux de ce que vous disiez là, de ce que vous dites là, pardon, parce que Kant va dire, et on va le voir que, et ça va être un des gros points d'histoire de la philosophie où il va être attaqué, il va dire, toutes les mathématiques, que ce soit la géométrie ou l'arithmétique, on a besoin de l'intuition. Il va dire, pour compter, très, très bêtement, pour apprendre les sommes, je vous donnerai l'expression tout à l'heure, on a besoin de nos doigts, on a besoin de regarder nos doigts. Pour apprendre que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, on a besoin soit de dessiner, soit au moins de concevoir un triangle dans notre tête, et ça, c'est ce que Kant va appeler l'intuition. Et on va revenir sur l'intuition tout à l'heure. Donc on ne peut pas faire de mathématiques sans intuition, d'après Kant. Et ceux qui vont objecter à Kant vont dire, non, non, en fait, on peut très bien faire de la mathématique sans intuition, on peut tout déduire d'un certain nombre de théorèmes, il n'y a pas besoin de faire appel soit à des représentations dans l'espace ou dans le temps. Hein, j'anticipe un peu sur ce que je veux vous dire ensuite. Ce qui est crucial, c'est que pour tout le monde, que ce soit Kant ou ceux qui objectent à Kant, la proposition, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, c'est une proposition nécessaire que vous ne connaissez pas par induction. Vous vous souvenez ce que c'est l'induction pour Hume? C'est vous observez une fois, vous observez deux fois, vous observez trois fois, et puis vous vous dites, ah ben ça doit être toujours le cas. C'est pas comme ça que vous savez que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Vous avez mesuré un coup avec votre rapporteur, vous avez mesuré deux coups avec votre rapporteur, trois coups, mais qu'on sache que nécessairement la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, c'est pas parce qu'on l'a mesuré à chaque fois. D'accord? Ça nous donne un indice qu'il y a peut-être un théorème mathématique qui va nous permettre de montrer une démonstration mathématique qui va nous permettre de prouver que c'est forcément le cas. Okay? Mais c'est pas par induction qu'on peut prouver que la somme des angles d'un triangle fera nécessairement 180 degrés. Longue réponse à une courte question. Comme d'hab, pardon. Donc vous voyez, quand il est il ne veut pas être avec... Je rajoute rien. Je ne vais pas rallonger encore la réponse. Autre question sur tout ça.
Est-ce que la distinction analytique-synthétique et a priori, a posteriori, c'est clair pour tout le monde, hein? C'est ça qui est important pour la suite. Très bien. Alors, autre chose que j'ai ajouté, que je vous ai dit la dernière fois, mais je n'avais pas fait une diapo dessus et c'était manquant, c'est qu'il y a deux caractéristiques cruciales de tout énoncé a priori pour Kant. C'est que tous les énoncés a priori pour lui sont nécessaires et qu'aucun énoncé a posteriori n'est nécessaire. Okay. L'expérience, dit-il, enseigne certes que quelque chose possède telle ou telle propriété, mais non pas qu'il puisse en être autrement. Okay. Qu'il ne puisse en être autrement. Donc quand vous voyez que l'herbe est verte ou quand vous voyez qu'il y a des feuilles dans l'herbe, ça ne peut pas vous dire l'expérience qui pourrait en être autrement ou qui ne pourrait pas en être autrement. Donc toutes les propriétés qu'on appelle modales ne sont pas données pour Kant par l'expérience. Elles ne sont découvertes que de manière a priori. Et puis l'autre chose que l'expérience ne peut pas nous apprendre, c'est l'universalité ou l'universalité dans le sens le plus strict. L'expérience ne donne, pardon, faut que je reprenne ma citation, ne donne jamais à ses jugements une universalité véritable ou rigoureuse, mais seulement une universalité supposée et comparative, par induction. Donc induction, c'est Hume. Vous remarquez que à chaque fois que vous voyez les signes, ils sont blancs. À chaque fois que vous voyez les faits, vous voyez que quelque chose s'ensuit. Mais vous ne pouvez pas arriver à une universalité certaine et sans exception. Si par conséquent un jugement est pensé selon une rigoureuse universalité, c'est-à-dire de telle manière que pas la moindre exception ne soit admise comme possible, il n'est pas déduit de l'expérience, mais possède sa valeur absolument a priori. Nécessité rigoureuse et universalité sont donc les critères sûrs d'une connaissance a priori. Pardon, il y a des coquilles dans la citation, d'accord? Mais le nécessité et universalité, quand vous avez des jugements nécessaires à universels, c'est forcément a priori. Okay. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que, je vous l'ai dit la dernière fois, comme vous le savez pour certains d'entre vous, comme vous l'apprendrez pour d'autres, avec Kripke en particulier et Putnam au XXe siècle, on va arriver à l'idée qu'il y a des jugements qui sont nécessaires a posteriori. L'exemple canonique, c'est l'eau est identique à H2O. Ça, pour une grande partie des philosophes du XXe siècle, c'est un jugement qui est nécessaire et a posteriori. Et Kant pense qu'on ne peut pas savoir. Je pense que ces choses-là sont complètement exclues. D'accord. Donc une autre, il y a plusieurs. Vous voyez que Kant a été très important parce qu'il a un peu organiser, cartographier les différentes options ici. Deux points de débat que vous pouvez garder en tête pour la suite. Premier point de débat, est-ce que les mathématiques sont vraiment des énoncés synthétiques? Là-dessus, il va y avoir de grands débats de grandes objections à Kant, par Bolzano, par Carnap et d'autres. Et deuxième point controversé que soutient Kant, c'est que toutes les vérités nécessaires sont des vérités a priori. Et là, encore une fois, Kripke, Putnam et d'autres vont dire non, il y a des vérités nécessaires a posteriori. Alors tout ça, je n'ai pas besoin de vous le redire, on en a parlé. Et ça, c'est la dernière chose que j'ai ajoutée sur les jugements mathématiques sur lesquels je voulais insister un petit peu plus à ce stade, avant qu'on en vienne enfin à la solution de Kant. Pour Kant, l'idée que les jugements mathématiques sont synthétiques, donc on vient d'en parler brièvement, elle est très importante parce que c'est ça qui constitue la preuve la plus probante qu'une connaissance nécessaire et universelle, a priori et synthétique, est possible. D'accord ? Donc il est en train de dire, il veut montrer à Hume, depuis notre fauteuil, on peut connaître des choses substantielles. On ne connaît pas que des trivialités. Évidemment, Hume va froncer les yeux en disant quoi ? Donne-moi qu'est-ce qu'on peut connaître de notre fauteuil. Réponse de Kant, les mathématiques. Okay. Hume va dire non, mais les mathématiques, c'est comme la logique, c'est des choses c'est purement analytique, c'est pas quelque chose de substantiel, de synthétique. Et la grande idée, enfin une grande idée de Kant ici, c'est de dire non, les mathématiques, c'est synthétique. Okay. Les mathématiques, ça nous apprend quelque chose de plus que ce qu'on avait au départ. Donc pour lui, c'est l'exemple le plus évident, le plus frappant, le plus important, celui qu'il met en avant d'emblée pour dire, regardez, c'est bien la preuve que Hume se trompe, parce qu'il y a une connaissance synthétique a priori qui est possible, et on la connaît tous depuis qu'on a été à l'école, c'est la connaissance mathématique. Okay. Alors pourquoi est-ce qu'il pense, et je reviens à la question de Jean un instant maintenant, pourquoi est-ce que Kant pense que cette connaissance mathématique, elle est synthétique plutôt qu'analytique? Pourquoi est-ce qu'elle nous apprend quelque chose?
eh ben, il revient à sa définition d'un énoncé synthétique, euh, et puis il dit on ne peut pas dériver les mathématiques simplement des lois de la logique. Il dit c'est vrai que les mathématiques s'appuient sur le principe de non-contradiction, c'est pas possible qu'une même chose soit à la fois P et non P, F et non F plutôt, mais ça suffit pas pour dériver toutes les mathématiques, parce qu'il faudra dans tous les cas partir d'une proposition synthétique. Et il est essentiel, pour avoir cette proposition synthétique, dit Kant, de s'appuyer sur l'intuition, ce qu'il y avait derrière la question de Jean à l'instant. Autrement dit, si vous ne voyez pas, si vous n'imaginez pas des choses, vous ne pouvez pas faire des mathématiques. Et je vous donne la citation de Kant qui est très parlante ici. Je vous parlais de compter sur ses doigts. Il dit ça très naïvement, mais de manière parfaitement limpide ici. Pour justifier sa thèse que les mathématiques sont des jugements synthétiques, au pluriel, pardon. Le concept de 12 n'est en aucune manière déjà pensé du fait que je pense simplement cette réunion de 7 et de 5, et je peux bien décomposer analytiquement aussi loin qu'on voudra mon concept d'une telle somme possible, je n'y rencontrerai pourtant pas le nombre 12. Qu'est-ce que Kant est en train de dire là? Je vous dis 7 plus 5, ok? Si 7 plus 5 égale 12 était un énoncé analytique, vous devriez pouvoir contempler l'idée de la somme de 7 plus 5, déplier cette idée de somme de 7 plus 5 et arriver à l'idée de 12. Pour Kant, on n'arrive pas à faire ça. Comment est-ce qu'on fait alors? Il faut sortir de ces concepts en s'aidant de l'intuition qui correspond à l'un des deux. Autrement dit 5 ou 7. Par exemple, c'est 5 doigts ou 5 points, et ajouter ainsi l'une après l'autre les unités du 5 données dans l'intuition du concept de 7. Donc vous regardez vos 5 doigts, vous avez votre concept de 7, puis vous allez maintenant ajouter 7. J'en rajoute un de l'autre côté, j'en rajoute un de l'autre côté, vous prenez les 5, vous ajoutez un par un, et vous arrivez à 12. Car je prends d'abord le nombre 7, et en me servant pour le concept 5 des doigts de ma main comme d'une intuition, j'ajoute alors à la faveur de cette image que j'en ai, peu à peu au nombre 7, les unités qu'auparavant je prenais ensemble pour constituer le nombre 5, et je vois ainsi surgir le nombre 12. C'est dire que la proposition arithmétique est toujours synthétique. Donc, vous voyez, l'idée de Kant, j'ai réfléchi, l'idée de Kant, c'est que vous ne pouvez pas même une notion de vérité mathématique aussi élémentaire que 7 plus 5 égale 12, vous devez faire une addition dans le temps, partir de 7, ajouter à chaque fois une unité jusqu'à ce que vous ayez ajouté 5 unités pour voir arriver le nombre 12. D'accord ? Vous avez besoin d'une opération dans le temps qui fait appel à l'intuition, et même ici une intuition spatiale parce que vous regardez vos doigts. C'est pas comme des lois logiques pour Kant. Vous faites appel à l'intuition et c'est grâce à ça que vous faites des mathématiques. Mathéo. En fait, j'ai deux questions, mais je suis un peu perdu avec le concept de synthétique. Le premier, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme trois définitions différentes. Une, c'est synthétique, c'est ce qui est déjà dans le concept déviable à partir du concept. Une deuxième, c'est ce qui n'est pas trivial. Et une troisième, c'est ce qui nous permet d'apprendre quelque chose. Et je me demande s'il y a une seule définition, un seul critère clair. Est-ce qu'il y a trois autres définitions, ou est-ce qu'il y a une définition et d'autres sont vérifiées, etc. Alors, c'est une très bonne question parce que de manière générale, vous voyez qu'on a déjà, quand on se dit, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit le concept de 12 n'est pas contenu dans le concept de 7 plus 5? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être contenu dans un concept? Enfin, quand tu utilises ça comme si c'était parfaitement clair, il y a quelques exemples pour lesquels c'est clair, mais comment vous faites pour vérifier ce qui est contenu dans une boîte? On ouvre la boîte, mais ce qui est contenu dans un concept, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on peut essayer de préciser ça de manière moins métaphorique? Mais en tout cas, c'est la définition fondamentale de Kant. Okay, c'est la définition officielle. Un énoncé analytique, ou un jugement analytique, ou une connaissance analytique, elle est telle que le concept du prédicat est contenu dans le sujet. Quel que soit ce que veut dire être contenu dans le sujet. Maintenant, de cette définition officielle fondamentale, suit les deux autres définitions que vous venez de mentionner, Mathéo, à savoir de dire si le concept du prédicat est contenu dans le sujet, alors ce que vous apprenez avec ces énoncés analytiques, c'est pas grand-chose, d'accord ? Parce que le prédicat, il était déjà dans le sujet. Et puis je ne sais plus quelle était la deuxième définition, non trivial, c'est la même chose. La raison pour laquelle ces connaissances analytiques sont triviales, c'est que le prédicat, il est déjà contenu dans le sujet. Évidemment, contenu, c'est vraiment qu'est-ce que ça veut dire pour un sujet que de contenir un prédicat? Qu'est-ce que ça veut dire pour un concept que d'en inclure un autre? On voit bien que dans certains cas,
ça marche assez bien. Si je vous dis qu'est-ce que c'est qu'un célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Ok. Le concept de célibataire, il implique la notion de non marié. Il y a beaucoup de concepts qui sont comme ça. Le salaire médian, je viens de vous dire, il y en a d'autres. Mais il y a des cas qui frappent par leur évidence. Quand on se demande maintenant est-ce que le concept de 12 est contenu dans le concept de 7 plus 5 ou l'inverse, on ne sait plus très bien comment attraper cette histoire-là. Okay, c'est pas évident de savoir comment on fait pour trancher cette question-là. Et ça va être une des grandes critiques de Bolzano, je vous le disais à l'instant, et d'autres, après, de dire il faut que Kant précise cette notion d'analyticité, parce qu'en l'état, elle est un peu trop vague. Oui, André. Du coup, là, est-ce qu'il ne contredit pas le fait que les mathématiques sont a priori? Ah, alors on va voir que non. On va voir que non, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on compte sur les doigts? On cède de l'expérience, ok, mais pour arriver à une vérité universelle et nécessaire. Ok. Ce que vous ne faites pas précisément, c'est de faire comme avec le triangle, de dire je vais prendre 5 objets, je vais en prendre 7 autres, ça m'en fait 13. Ok, j'ai essayé un coup 5 plus 7, ça fait 13, je le refais avec d'autres objets, encore 13, vous le refaites un coup 13. Je pense que par induction, je peux arriver de manière sûre au fait que 5 plus 7, ça doit faire 13. C'est pas comme ça que marchent les mathématiques, d'accord? C'est comme ça que marchent les sciences empiriques, enfin une partie des sciences empiriques, mais les mathématiques, c'est pas comme ça. Donc ce que vous donne ici l'expérience, c'est au mieux une occasion, une invitation à prouver un théorème. C'est souvent comme ça que ça marche en mathématiques. On vérifie plusieurs fois, on constate une régularité. Okay. À chaque fois on constate la régularité, mais la loi, elle n'est pas une induction, une généralisation sur la base de la régularité. La loi, après, elle est prouvée à partir d'un certain nombre de théorèmes, d'axiomes, quelle que soit la manière dont le type de mathématiques que vous faites là. D'accord? Donc, dans ce sens-là, c'est pas empirique. Ça ne veut pas dire que l'expérience n'a pas de rôle, mais l'expérience, elle ne vous fournit pas la base inductive sur laquelle prouver la loi empirique, elle vous fournit l'idée qu'il doit y avoir une loi ici. D'accord? Ça, c'est une manière standard de dire ça. Et ici, l'expérience, c'est juste l'intuition qui vous aide. Et on va voir que Kant dit que dans l'intuition, ce qui vous aide, c'est ce que Kant va appeler les formes pures de l'intuition. On va voir ça dans un instant. Donc, ça devrait s'éclairer un petit peu. Donc, quand Kant lit Hume maintenant, qui dit soit les énoncés sont analytiques et triviaux, soit les énoncés sont synthétiques, mais alors ils sont empiriques, objection de Kant, c'est de dire les mathématiques. Tu es en train de dire que toutes les mathématiques sont soit triviales, c'est pas vrai, regarde, j'ai la preuve, tu as besoin de tes doigts pour compter, soit empiriques, et c'est pas vrai, j'ai la preuve, ce que je viens de répondre à André et à Jean, c'est pas par induction qu'on atteint les lois mathématiques. Bien, alors ça c'était un peu plus qu'un long rappel parce que j'ai ajouté quelques éléments et on en était resté là la dernière fois. Donc le projet de Kant, c'est de montrer qu'on peut avoir une connaissance synthétique a priori. Et pourquoi est-ce que c'est un problème maintenant? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de si difficile à montrer? C'est important de voir ce que Kant considère comme problématique ici, et c'est un vrai problème. C'est l'idée suivante. La perception, ça nous donne accès au monde extérieur, d'accord? Aux choses qu'il y a autour de nous. La raison, ça nous donne accès aux vérités rationnelles, à la logique. Supposez maintenant qu'en fermant les yeux, vous puissiez arriver à connaître quelque chose du monde extérieur. Autrement dit, quelque chose pas du type il pleut ou il ne pleut pas, mais quelque chose du type il pleut ou toute cause a un effet, ou ce genre de choses-là. Une connaissance substantielle. Par quelle espèce de magie votre pur raisonnement pourrait être en accord avec le monde extérieur? Est-ce qu'il faudrait une forme d'harmonie préétablie entre la façon dont vous êtes constitué et le monde extérieur? On voit bien comment, quand il y a un impact causal du monde extérieur sur nos sens, on peut apprendre quelque chose. Okay. Mais là, ce que veut dire Kant, et ce que pensent un certain nombre de philosophes, c'est de dire je ferme les yeux, je réfléchis dans mon fauteuil et je vais découvrir juste comme ça des vérités au sujet du monde. Par quelle connexion incroyable on peut faire ça? Comment est-ce que sans regarder, sans faire l'expérience de quoi que ce soit, on peut découvrir quelque chose de nouveau? Il y a une célèbre lettre de Kant à Hertz de 1772, donc avant la critique de la raison pure, où Kant commence précisément à poser ce genre de questions. Comment l'esprit peut-il avoir connaissance de choses si celles-ci ne l'affectent pas? Comment les connaissances obtenues a priori, indépendamment de toute expérience, peuvent-elles être conformes aux choses? Il précise ça dans les Prolégomènes un petit peu plus tard, à toute métaphysique future. Les propriétés ne peuvent se transporter de la chose
dans mon esprit, hein, on ne parle pas de l'expérience ici, mais de la réflexion a priori, on ne voit aucune nécessité à ce que les choses doivent s'accorder avec l'image que nous nous en faisons de nous-mêmes et par avance. On réfléchit, ça c'est a priori, de nous-mêmes par avance à comment doivent être les choses, comment est-ce que notre pure réflexion a priori pourrait s'accorder à ce qu'il y a à l'extérieur. Okay. Ça c'est le problème de fond de la connaissance synthétique a priori. Comment peut-on apprendre quelque chose au sujet du monde si le monde n'a pas d'impact sur nous? Et ce serait sans nul doute la question que soulèverait Hume. D'accord? Tu me dis qu'en fermant tes yeux, tu apprends quelque chose au sujet du monde, dis-moi comment. Là, il y a quelque chose qui est... Pardon, je ne voulais pas révéler la solution. Donc ça, c'est le problème. Et vous deviez réfléchir à la solution. Vous avez trouvé la solution? J'espère que vous n'avez pas vu la diapo précédente. Comment est-ce que juste en réfléchissant maintenant, on peut apprendre quelque chose au sujet du monde? Mathéo? On peut imaginer des règles communes. C'est-à-dire que le monde doit suivre un certain nombre de règles, et mon esprit doit suivre un certain nombre de règles, et je découvre des règles, après les mêmes règles de mon esprit, de ma réflexion qui gouvernent le monde. Très bien. Donc ça, c'est ce que dit Leibniz. Ça, c'est l'harmonie préétablie. Okay, Leibniz dit, moi j'ai créé plein de monades, on est tous des monades, et ces monades, ben, je les ai réglées. C'est Dieu qui a créé, pardon, j'ai dit moi. C'est l'effet d'être un professeur, ça monte à la tête. Donc, c'est Dieu qui a créé plein de monades, et il les a fait de telle sorte qu'elles soient en harmonie les unes avec les autres, d'accord? Qu'elles évoluent de manière parallèle ou qu'elles se reflètent les unes les autres, d'accord? Donc il y a la monade du monde, il y a la monade de nous, disons pour faire simple. Comment se fait-il que nous, quand on réfléchit à ce qu'il y a en nous, ça corresponde à ce qu'il y a au monde? Ben juste parce que Dieu a créé ces deux monades de manière à ce qu'elles soient parallèles. Donc Dieu a mis dans la structure de notre esprit des choses qui correspondent à la structure du monde. Ça, c'est une solution possible, l'harmonie préétablie. Mais évidemment, il y a un coût important, c'est que vous faites dépendre toute votre philosophie théorique d'une hypothèse forte sur non seulement l'existence de Dieu, mais aussi sur la nature de Dieu. D'accord? Parce que même ceux qui peuvent dire Dieu existe, ils peuvent ne pas être d'accord sur le fait que Dieu ait créé le monde de cette manière-là. Là, il y a des débats théologiques. Donc, réponse possible, mais qui est un peu coûteuse. Est-ce que vous pouvez penser à une autre réponse pour faire en sorte que juste en fermant les yeux, on découvre des choses sur le monde? Charlotte? Qui a que des idées, par exemple, Oui, c'est pas mal. Donc, si vous niez l'existence du monde extérieur, si le monde est entièrement dans votre tête, ben, vous avez juste à regarder ce qu'il y a dans votre tête pour découvrir le monde. D'accord? Alors ça, c'est une solution qui va vers ce que va dire Kant, mais Kant va quand même dire non, non, moi je veux pas ça, je suis pas un idéaliste. D'accord? Kant est souvent accusé d'idéalisme, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais il dit moi je suis pas un idéaliste, je pense qu'il y a une réalité extérieure. D'accord? Je ne veux pas renoncer au fait qu'il y a quelque chose en dehors de nous. André? C'est pas un truc du genre, on ne peut pas la connaître fondamentalement, Ah. mais qu'on a on a ce qu'il appelle l'intuition, du coup, qui nous permet d'appréhender et d'inférer des règles. Hein, c'est Oh. très sûr. Hein. Qu'est-ce que vous appelleriez inférer des règles? On aurait un certain nombre de capacités ça. Par exemple, pour le lien causal, je veux dire que c'est déjà en nous, en fait. C'est nous qui inférons ces choses-là pour donner du sens. Mais que c'est pas nécessairement dans le monde, c'est en nous. Très bien. Donc ça c'est très bien. Ça va être l'idée de Kant. Donc c'est pas inférer, c'est plutôt qu'on a en nous les notions de causalité, d'espace, de temps, et qu'on va les imprimer sur le donné, ce que Kant va appeler le donné de la sensibilité. J'arrive tout de suite, Giacomo. Donc pour faire le lien avec la réponse de Charlotte précédemment, donc la réponse idéaliste, Kant va dire il y a bien un monde extérieur qu'il va appeler les noumènes. On n'en sait rien du tout. C'est un concept purement négatif. Il y a un certain nombre de phénomènes maintenant, ce qui nous apparaît, et ce qui nous apparaît, c'est en partie nous qui le faisons. C'est nous qui mettons dans les phénomènes un certain nombre de choses, et c'est pour ça qu'on peut connaître ces choses-là de manière a priori. Donc, je vous donne pardon, je vous ai pas vu, Giacomo. Citation de Kant, la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même. Okay, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, a priori, vous pouvez découvrir des choses, mais pourquoi? Parce que c'est les choses que vous-même vous avez mises dans le monde. On va maintenant creuser un peu cette idée kantienne fondamentale. Jacob. Non, mais alors, si on voit comme ça, Kant, il faut le concept. Il est une leçon comme Platon, voilà. C'est-à-dire qu'on a des idées, on sait qu'on doit découvrir, d'avoir
Est-ce qu'il est platonicien? C'est ça l'idée. Dans cette sens-là, je ne sais pas si c'est le bon mot là. Mais... Il y a un air de famille, parce que chez Kant, comme chez Platon, il y a des idées objectives. Euh, mais chez Platon, il y a au moins deux différences. Euh, ah oui, il y a un autre air de famille qui est que chez Kant, comme chez Platon, le monde est en quelque sorte informé par ces idées, ces idées objectives. Donc chez Platon, les idées forment le modèle, et puis les choses qu'on a dans le monde ici sont des copies de ces idées. Et chez Kant, effectivement, les phénomènes sont informés, créés par ce que Kant va appeler les formes pures de l'intuition, de la sensibilité. Euh, mais il y a une différence cruciale, c'est que les idées platoniciennes, elles existent en dehors de nous, d'accord? Elles sont objectives, mais si on meurt, il continue à y avoir un ciel des idées. Tandis que pour Kant, les formes dont il va parler, les règles dont parlait André à l'instant, Kant n'appelle pas ça ici des règles, c'est des choses qui existent, qui font partie de notre constitution cognitive à nous, d'accord? C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu idéaliste chez Kant. C'est dans notre esprit qu'il y a ces règles-là. L'espace et le temps, pour Kant, c'est fondamentalement des structures de notre esprit qu'on impose au monde extérieur. Ce n'est pas des choses qui existent en dehors, comme des choses éternelles. Charlotte? La connaissance scientifique appris postérieurement, si toutes nos connaissances sont déjà. Si c'est nous qui mettons les connaissances. Ouais. Ben, l'idée de Kant ici, c'est on peut avoir des connaissances synthétiques a posteriori, mais elles vont dépendre de la manière dont on fait les choses, nous. Okay. Vous ne pouvez pas voir le monde tel qu'il est sans intervenir sur le monde. C'est un paradoxe qui est devenu, qui a beaucoup excité les philosophes continentaux, c'est l'idée que l'observation elle-même, on a ça beaucoup avec on a monté en épingle la physique quantique là-dessus, même si les choses sont plus complexes, le fait même qu'on observe change la chose qu'on est en train d'observer, ou crée la chose qu'on est en train d'observer. Donc c'est un petit peu l'idée. Nous, on a au départ la notion d'une observation comme quelque chose de passif, où on reçoit, il y a quelque chose qui nous est donné, puis après on essaye de comprendre. Mais là, l'idée, c'est non, en fait, vous ne pouvez jamais observer sans déjà mettre un peu de vous dans la chose que vous observez. Donc à l'arrivée, il y a bien quelque chose qui dépend de l'extérieur, mais il y a en grande partie de ce qui vous est présenté dépend de vous aussi. D'accord? Donc quand vous voyez maintenant qu'il a arrêté de pleuvoir, il y a bien une partie qui vient de l'extérieur, donc ça c'est une notion, c'est bien une connaissance, c'est bien un énoncé empirique, a posteriori, il a arrêté de pleuvoir, mais une partie des choses viennent de vous. Typiquement l'espace, dit Kant, l'espace c'est uniquement quelque chose qu'on projette sur le monde extérieur. C'est bizarre de se dire ça, mais ça va être l'idée fondamentale de Kant ici. Alors c'est pour ça que on va creuser maintenant tout ça. Oui, allez-y. Je regarde juste un tout petit peu, Mhm. mais du coup, Kant il est toujours tout à fait sujet à certaines théories sceptiques. Par exemple, j'ai l'impression qu'on pourrait comparer cette théorie de la connaissance à une forme de véricalisme. Ouais. Véricalisme. Et du coup, il serait toujours tout à fait sujet à la critique d'Avenour. À la critique de Avenour. Avenour. Non, je connais ni le véridicalisme ni Avenour. Mais en quoi consiste l'idée? Le véridicalisme, c'est une théorie qui prend l'argument sceptique, qui répond à l'argument sceptique, en disant que peu importe si on est dans un scénario sceptique ou dans une oui. etc. En fait, c'est pas important. On sait que la table, on sait qu'il y a quelque chose comme une table. On ne sait pas si c'est une table démoniaque pour Descartes, comme une table de cul pour Putnam, mais on sait qu'il y a quelque chose qui joue le rôle de table. Et la critique d'Avenour à ces théories véridicalistes, c'est de dire que, en fait, on a finalement les mêmes problèmes. On arrive à une autre conclusion qui est tout à fait aussi déplorable que la conclusion sceptique, qui est de dire que on sait qu'il y a quelque chose qui joue le rôle d'une table, d'accord, mais on ne sait rien sur la connaissance fondamentale de l'objet. On peut éliminer, si on veut, la dimension du fait que la table n'existe pas. Ça, on sait qu'il y a quelque chose qui joue au rôle de table, qu'il y a quelque chose, mais on n'a aucune idée de ce que c'est. Alors, il y a un peu de ça. Alors, il y a un peu de ça, parce qu'il y a cette notion de nous-mêmes, de réalité en soi, qui est en dehors, de laquelle on ne peut rien dire, dont on a un concept purement négatif. Ça correspond à une forme de postulat
Mais Kant le reconnaît, il est très honnête là-dessus. Il dit pas que, on peut même pas dire que ça cause notre expérience, même si on a très envie de le dire. C'est juste quelque chose qui est là comme une limite de notre connaissance. C'est la chose qui est là qu'on ne peut pas connaître. Hein. C'est pour ainsi dire le maximum qu'on puisse en dire. Alors, en ce sens-là, il a l'air d'être ouvert à la critique que vous mentionnez là. Mais une des choses intéressantes chez Kant, c'est qu'il ne se contente pas de taper du poing sur la table pour répondre au scepticisme de Hume en disant non, c'est évident qu'il y a des choses que je sais. Ça, c'est ce que va faire Reid et c'est ce que va faire Moore un peu plus tard et c'est ce que vont faire les philosophes du sens commun en disant Hume nous dit qu'on ne sait rien, c'est évident qu'on sait des choses, donc s'il a une théorie philosophique qui conduit à une évidence partagée par tout le monde, c'est lui qui a tort et c'est pas nous. D'accord ? C'est pas forcément une mauvaise réponse, ça. Mais quand lui, il déteste ce genre de réponse, il déteste Reid, il trouve que c'est une réponse vulgaire, et il veut montrer comment c'est possible qu'on puisse avoir une connaissance. Et là-dessus, il a une histoire à raconter. Alors, effectivement, vous allez voir que, évidemment, il y a eu des tonnes d'objections soulevées contre Kant, mais son histoire en 2 mots, c'est de dire, nous, notre esprit, celle que je viens de vous dire, notre esprit informe les choses, d'accord ? Donc, ce qu'on retrouve dans les choses comme des jugements universels, c'est juste les formes que nous, on a projetées sur le monde. Et c'est pour ça que la meilleure métaphore pour comprendre Kant, c'est la métaphore pâtissière, puis je vais l'affiner un petit peu après, c'est de dire, notre esprit, ça fonctionne comme des emporte-pièces, d'accord ? C'est de penser à notre esprit comme des choses qui sont vous avez des petites étoiles, des petites lunes, des Pères Noël, des bonhommes en pain d'épices, tout ça et puis vous avez le donné des matériaux bruts des sensations, qui est un truc complètement informe. Et puis votre esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Il va découper ce qui vous est donné au départ dans la sensation, d'accord ? Et quand après vous découvrez les différents découpages qui se sont produits dans le matériau des sensations, mais en fait, vous découvrez juste ce que vous avez mis dans le matériau brut des sensations. D'accord ? Ce que vous découvrez, c'est en fait votre propre constitution, ou notre propre constitution, parce que quand tu es objectiviste, il pense qu'on est tous faits du même moule, donc on a tous les mêmes emporte-pièces dans la tête. Dernière question. Après, j'avance et on laisse du temps pour les questions, parce que là, on discute d'une présentation très syncoptique pour l'instant. Jean. Mais moi, juste, ce qui me gêne avec ça, c'est, enfin, au niveau individuel, je comprends très bien et ça marche très bien, mais comment la raison, on ne peut pas imaginer que la raison ne soit pas commune à tout le monde. Enfin, et puis à ce moment-là, ben, comment on peut imaginer qu'on arrive à des vérités qui soient communes à tout le monde? C'est Ouais. une raison qui est différente. Bah, je vous dirai ça à la fin peut-être de la séance d'aujourd'hui si j'arrive jusque-là. En fait, Kant, c'est le premier pas vers ce qu'on appelle aujourd'hui le relativisme ou le constructivisme selon les différentes versions. C'est-à-dire, une fois que vous avez dit que la réalité est en partie, le monde extérieur des phénomènes est en partie créé par ce que vous avez dans l'esprit, Kant dit on est tous faits du même moule. Okay ? Lui, il est objectiviste. Mais vous changez un tout petit peu, vous dites non, il y a la manière dont est fait Jean, il y a la manière dont est fait Cyril, il y a la manière dont est faite Noémie, et toutes ces choses-là fait que en fait, vous n'allez pas imprimer les mêmes moules sur la réalité. Vous avez des étoiles, Noémie elle a des lunes, et puis vous allez voir la réalité différemment. Ça, c'est un relativisme complètement individuel. Mais vous pouvez avoir un relativisme culturel ou un constructivisme culturel en disant nous autres occidentaux ou nous autres êtres humains du 21e siècle, on découpe la réalité de cette manière-là, mais au 16e siècle, on l'a découpée autrement. Alors Kant serait horrifié d'entendre ça, d'accord ? Parce que lui, il pense qu'on a les mêmes moules dans la tête. Mais au fond, c'est lui qui a mis le premier. Enfin, s'il est horrifié, c'est de sa faute. C'est lui qui a mis le doigt dans cette forme il a donné les moyens de développer cette théorie où la connaissance constitue en partie son objet. Hein. Donc, je leur dirai 2 mots là-dessus, mais pas tellement plus que ce que je viens de vous dire là. Alors, on avance un petit peu pour bien comprendre exactement l'esprit général de la solution de Kant. Mon Dieu. Donc la connaissance a priori, autrement dit la métaphysique, mais pas seulement, n'est possible, j'aurais pas dû mettre égal, hein, dont la métaphysique, parce qu'il y a aussi des mathématiques, il y a aussi de la physique pure, n'est possible que si le monde dépend de la manière dont notre esprit le structure. Si notre esprit informe le monde sensible, il devient possible de maintenir que nous avons des connaissances a priori. Kant dit, ce n'est pas notre connaissance qui se règle sur les objets, ce sont les objets qui se règlent sur notre connaissance. Dans la préface de la critique de la raison pure, la seconde que vous avez tous lue cette semaine, je le sais parce que je ne l'avais pas mis en ligne et vous êtes tous pressés de m'écrire pour me dire qu'elle n'était pas en ligne. Donc, honnêtement, je suis un peu fâché même si j'ai l'air gentil. C'est important que vous lisiez. Là en plus, c'est pas des choses longues. Hein. Lisez maintenant les 2 préfaces de la critique de la raison pure.
et l'introduction. Après, si vous le faites juste après le cours, ça vient tout seul, en principe. Enfin, si le cours est bien fait, là c'est de ma faute, sinon. Mais vous avez tout ça en tête, vous avez les armes pour lire ces textes qui sont un petit peu difficiles. Ça va, le début de la critique de la raison pure, c'est vraiment pas le... Donc si vous les lisez après, vous devriez rentrer dedans, pas tout à fait comme dans du beurre, mais quand même en étant... Si vous laissez traîner ça, vous allez finir vos études de philo sans avoir ouvert un livre, ce qui serait quand même bien triste. Et puis, vous allez vous planter à l'examen, ce qui serait encore plus triste. Enfin, tout aussi triste, j'en sais rien. Donc, essayez de lire au fur et à mesure, d'accord? Sinon, sinon, vous perdez le fil et ça vous confirme, ça vous aide à mieux voir les difficultés, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Donc, je répète pour la semaine prochaine, vous avez plus de travail du coup. Les deux préfaces et l'introduction, au total, ça doit faire une 50aine de pages. C'est vraiment pas horrible. Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. Voilà ce que dit Kant. Donc, qu'est-ce qu'on connaît de manière a priori et de manière synthétique? C'est les choses qu'on met nous-mêmes, la manière dont notre esprit informe les phénomènes. Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. Ça, c'est la réponse de Kant à notre grand problème. Comment est-ce qu'on peut connaître en étant dans notre fauteuil le monde extérieur? Ben, simplement parce que c'est nous qui en partie faisons le monde extérieur. D'accord? Et ce qu'on connaît de manière a priori, c'est les choses que nous-mêmes on met dans le monde extérieur. En un sens, il y a quelque chose de très décevant, d'accord? Parce qu'on voulait savoir comment on pouvait connaître le monde extérieur depuis notre fauteuil. Puis Kant nous dit qu'en fait, c'est pas tellement le monde extérieur qu'on connaît, c'est plutôt ce que nous, on est en train d'y mettre, d'accord? On n'a pas vraiment... Mais est-ce qu'il y a mieux qu'on puisse faire? Kant en doute, et il va essayer de nous montrer que ce qu'on connaît a priori, c'est néanmoins des propriétés des choses extérieures, en un sens d'extérieur, qui va se préciser maintenant. Alors, je vous dis encore une dernière chose, et puis on fait une pause dans 5 minutes. Kant va comparer sa solution, à la révolution copernicienne en métaphysique. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Comme vous le savez, Copernic, il a été le premier, en tout cas crédité pour avoir été le premier, à avoir défendu l'héliocentrisme. L'idée que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, que le Soleil était au centre, et non pas que tout tournait autour de la Terre, comme le voulait notamment le modèle de Ptolémée. D'accord? Donc l'idée de Copernic, c'est qu'il faut complètement renverser la perspective. C'est pas parce qu'on a l'impression que tout nous tourne autour que tout nous tourne autour. Les apparences peuvent être trompeuses. En réalité, c'est pas nous qui tournons, c'est pas le Soleil qui nous tourne autour, c'est nous qui tournons autour du Soleil. Et Kant montre qu'on ne peut expliquer le mouvement des étoiles correctement que si on admet que c'est l'observateur qui bouge. Et Kant, lui, dit, je vais faire pareil. Je vais vous montrer qu'on peut expliquer les apparences sensibles et la possibilité d'une connaissance métaphysique a priori que si l'on admet que c'est l'esprit, c'est nous qui informons ou qui structurons les phénomènes. Et voici comment il introduit cette comparaison entre sa propre théorie et la révolution copernicienne. On avait jusqu'ici admis que toutes nos connaissances devaient se régler sur les objets. Mais dans cette hypothèse, tous nos efforts pour établir à l'égard de ces objets quelques jugements a priori qui étendent notre connaissance, quelques jugements a priori qui étendent notre connaissance, synthétique, qui étend la connaissance, n'aboutissaient à rien. Que l'on cherche donc une fois si nous ne serions pas plus heureux dans les problèmes de la métaphysique en supposant que les objets se règlent sur notre connaissance, ce qui s'accorde déjà mieux avec ce que nous désirons expliquer, c'est-à-dire avec la possibilité d'une connaissance a priori de ces objets qui établissent quelque chose à leur égard avant même qu'ils nous soient donnés. Alors, petit commentaire en passant, vous ne faites pas des phrases longues comme Kant, et vous ne faites pas du jargon comme Kant. Okay, vous mettez des points, c'est lourd à lire. Une des raisons pour lesquelles Kant est lourd à lire, c'est la longueur de ses phrases. Donc vous voyez bien le renversement de perspective. On dit maintenant, ce n'est pas la connaissance qui se règle sur les objets, si on se disait que c'était les objets qui se réglaient sur notre connaissance, peut-être on pourrait comprendre comment on peut connaître des choses a priori de manière non triviale, qui étendent notre connaissance. Et voici l'endroit où Kant introduit sa métaphore. Il en est ici comme de l'idée que conçut Copernic. Voyant qu'il ne pouvait venir à bout d'expliquer les mouvements du ciel en admettant que toute la multitude des astres tournait autour du spectateur, il chercha s'il ne serait pas mieux de supposer que c'est le spectateur qui tourne et que les astres demeurent immobiles. On peut faire un essai du même genre en métaphysique au sujet de l'intuition des objets. Si l'intuition se réglait nécessairement sur la nature des objets, je ne vois pas comment on en pourrait savoir quelque chose a priori.
que si au contraire l'objet comme objet d'essence se règle sur la nature de notre faculté intuitive, je puis très bien alors m'expliquer cette possibilité. Donc de la même façon que Copernic a dit « Ah non, en fait, c'est nous qui bougeons », Kant dit « Ah non, en fait, c'est nous qui imprimons nos formes de l'intuition, c'est nous qui construisons les objets perçus. » Question de Mathéo et pause. Et donc, selon Kant, finalement, l'objet de la recherche, c'est pas tant le monde que l'être humain connaît du monde, ce qui apparaît à l'être humain du monde. Oui, c'est ce qu'on a envie de dire, mais Kant va dire ah non, c'est vraiment le monde parce qu'il va tacitement redéfinir le monde en disant qu'est-ce que c'est qu'on appelle le monde? C'est quelque chose qui est fait par nous, d'accord? Le monde des phénomènes, c'est quelque chose qui est en partie fait par nous. Hein. Il y a du matériau qui vient d'autre chose, d'un truc inconnu, mais une partie du monde, c'est nous qui le faisons et c'est cette partie-là qu'on peut connaître a priori. Bien, petite pause, on reprend dans 10 minutes, 11h15. Bien, donc, on en est resté à l'analogie avec Copernic. Donc, Copernic découvre et élabore une théorie. Vous voyez ? Élabore une théorie pour dire que c'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais c'est le Soleil. Donc, il change complètement de perspective. Et quand on dit, ben, moi, je propose de faire pareil pour la métaphysique, de changer complètement de perspective, de dire, finalement, c'est pas les objets. C'est pas notre connaissance qui se règle sur les objets, c'est-à-dire c'est pas il y a d'abord des choses et on essaye de les connaître, on essaye d'adapter la manière dont on connaît aux choses qui sont devant nous, mais c'est l'inverse, c'est les objets qui s'adaptent à notre connaissance. Okay, et si on fait ça, dit-il, on a résolu le problème de la connaissance a priori. Alors, il y a une limite de l'analogie kantienne que Kant ne relève pas, mais qui est quand même frappante, c'est que Copernic, donc les deux sont des théories de l'erreur, okay, dans le sens où les deux disent il y a une apparence et cette apparence est fausse. L'apparence qui est fausse pour Copernic, c'est que le Soleil nous tourne autour. L'apparence qui est fausse pour Kant, c'est que notre connaissance se règle sur les objets. Donc les deux, dans ce sens-là, font ce qu'on appelle une théorie de l'erreur, autrement dit une théorie qui dit que les choses ne sont pas telles qu'elles nous semblent. Mais il y a une différence quand même assez frappante, c'est que Copernic soutient que, contrairement aux apparences, nous ne sommes pas au centre de l'univers. Okay, on a tendance à se croire au centre, mais on n'est pas du tout au centre. Si vous regardez Kant, il a l'air de faire exactement l'inverse, d'accord ? Il dit, en fait, c'est nous qui imprimons tout un tas de choses sur l'univers. On pensait qu'il y avait un monde extérieur, qu'on était une petite chose à côté des étoiles, mais en fait, les étoiles, c'est le produit de la manière dont on informe le monde extérieur. Est-ce qu'il y a des étoiles en dehors de nous ? Là-dessus, Kant est proche d'un scepticisme humien en disant en dehors de nous, il y a un monde nouménal au sujet duquel on ne peut rien dire. D'accord ? Donc les étoiles, en tant qu'elles sont dans différents endroits de l'espace, ce que nous on appelle des étoiles, ça clairement c'est quelque chose qui dépend en partie de notre intuition. André. Donc en fait, Kant à aucun moment ne prouve réellement le fait qu'il y a un monde extérieur. Est-ce qu'il le prouve ? Non, il est plus occupé à prouver que on a des catégories a priori de l'entendement et de l'intuition. Ça va être les déductions a priori de l'entendement, déduction des catégories transcendantales de l'entendement. Et ce qui prouve qu'il y a un monde extérieur, c'est plutôt, il se dit sans cette hypothèse, il y a trop de choses qui ne vont pas, y compris pour la morale, par ailleurs, pour la liberté, pour Dieu, etc. On a besoin de cette hypothèse d'un monde extérieur. Donc il le prouve en le sens, si on s'en passe, il y a trop de choses qui s'effondrent, mais c'est ce type de preuve-là, plutôt qu'une preuve vraiment déductive, quoi. Hein. Et par ailleurs, encore une fois, on ne peut vraiment rien dire du monde extérieur. On ne peut même pas dire qu'il est étendu, surtout pas, ni qu'il est dans le temps. Si par le monde extérieur, on entend les noumènes. Donc voici ce que dit Kant. C'est la première fois où dans l'introduction, il introduit son hypothèse, donc il l'introduit au conditionnel, mais elle va se confirmer. Il pourrait bien se produire que même notre connaissance d'expérience soit un composé de ce que nous recevons par les impressions,
et de ce que notre propre pouvoir de connaître, simplement provoqué par des impressions sensibles, produit de lui-même. Ajout que nous ne distinguons pas de cette matière première avant qu'un long exercice nous y ait rendu attentifs et nous ait donné la capacité de l'isoler. Autrement dit, au premier abord, on a l'impression que les choses nous arrivent dessus et que ce n'est pas nous qui les informons, mais en réalité, maintenant, si on fait de la bonne métaphysique, de la bonne philosophie, on arrive à comprendre que c'est nous qui formons les choses à notre insu, pour ainsi dire. D'accord ? Donc c'est en ce sens-là, le passage que j'ai mis en gras pour insister sur le fait que c'est une forme de théorie de l'erreur que propose Kant. On peut avoir l'illusion que les choses nous arrivent dessus et qu'on n'y fait rien, mais en réalité, on contribue à leur constitution. Alors ça conduit Kant à un grand optimiste quant à sa philosophie. Il pense, ce qui va beaucoup énerver Bolzano notamment, mais d'autres, qu'on a mis un terme à la logique. Bolzano va dire non, c'est pas vrai, il y a eu tout un tas de progrès à la logique, et il va y en avoir encore d'autres après lui, mais Kant pense que la logique est une science close et achevée. Il pense qu'on a mis un terme aux mathématiques, à la physique, et que grâce à sa solution, on va mettre enfin un terme à la métaphysique. Dans cette entreprise, mon grand objectif a été d'examiner les choses dans le détail, et j'ai l'audace de dire qu'il ne devrait pas y avoir un seul problème métaphysique qui ne soit ici résolu, ou dans la solution du moins ne se soit vu offrir sa clé. Ok, donc après moi, plus de métaphysique. Si vous pensez que c'est... Donc il dit après, ça semble un peu prétentieux, mais quand même c'est ce que je crois, donc il a au moins conscience que ça semble un peu prétentieux, mais si vous pensez que ça semble prétentieux, attendez Hegel, parce qu'Hegel dit à la fin de sa philosophie, et avec moi termine la philosophie, j'ai mis un point final à la philosophie, et pas seulement à la métaphysique. Les idéalistes allemands ont rarement l'humilité des réalistes. Évidemment, si vous pensez que la réalité c'est quelque chose qui vient de vous en grande partie, voire en totalité avec Hegel, vous prenez vite la grosse tête, pour ainsi dire, en disant bah oui, maintenant ça va, on a découvert l'alpha et l'oméga de tout ce qui existe. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus en détail. Ça, c'est l'esprit, ce que je vous ai présenté jusqu'ici, c'est l'idée générale de Kant. On ne découvre a priori dans les choses que ce qu'on y met soi-même avec les différentes formes a priori qui sont dans notre esprit. Maintenant, on va voir un petit peu en détail comment Kant organise ça. Une grande distinction qu'admet Kant d'emblée, c'est l'idée qu'on a deux facultés cognitives, autrement dit deux sources de connaissances. Et là-dessus, il n'est pas du tout opposé, il n'est pas opposé, en tout cas, à Hume. Il y a la sensibilité d'une part, et il y a l'entendement d'autre part. Okay. Il va dire que chacune de ces sources de connaissances est associée à un certain type de représentation. Là, les choses sont un peu distinctes de ce que disait Hume. La sensibilité, elle a des représentations que Kant va appeler des intuitions, et l'entendement a des représentations que Kant va appeler des concepts. En ceci, Kant tourne le dos aux rationalistes, comme Leibniz en particulier, et Wolff ensuite, qui pensent que l'entendement est la seule forme ou la source principale de connaissance, et qui considère la sensibilité comme une forme dégradée. Donc, c'est pas de connaissance dégradée, c'est pas un rationaliste, il insiste sur l'importance de la sensibilité, contrairement aux rationalistes, et pour aller faire un pas vers les empiristes. Et là, c'est un petit clin d'œil nationaliste, mais il y a eu quelqu'un qui a eu une influence importante sur Kant, à savoir un philosophe helvétique, Lambert. Il y a peu de philosophes helvétiques, il y a Marty un petit peu plus tard au XXe siècle, mais ce que voulait faire Lambert dans son Neuer Organon, qui est une référence à Bacon, il essayait de concilier l'empirisme de Locke et le rationalisme de Wolff. Hein, et c'est précisément ça qu'essaye de faire Kant ici, en disant on a besoin de ces deux sources de connaissances, l'entendement et la sensibilité, et on va voir qu'il y a une forme de dépendance mutuelle entre l'un et l'autre. Alors, comment est-ce qu'on distingue la sensibilité de l'entendement ? Les deux facultés fonctionnent avec ce même schéma structurel que je vous ai présenté, c'est-à-dire que les deux vont imposer des formes a priori et vont structurer l'expérience du monde sensible. Okay. Donc les deux facultés ont chacune leurs emporte-pièces qui sont propres. Il y a les formes a priori de la sensibilité que Kant va étudier dans la première partie de la critique de la raison pure qu'il appelle l'esthétique transcendantale. Et puis il y a les formes a priori de l'entendement qu'il va étudier dans la partie ou le chapitre suivant, qui sont étudiés par la logique transcendantale. Alors nous, on commence par... Ah ben voilà, ça c'est mon beau schéma affiné. Alors, une manière de comprendre Kant, une métaphore, mais c'est moi qui m'aide, alors je vais faire vous aussi. Donc vous avez les noumens. On ne sait pas du tout ce que c'est. Ça a une forme, on ne peut même pas dire que ça a une forme, ça n'a pas de couleur, c'est juste le pâton, ils sont très loin. Il
En principe, il ne faudrait pas confondre les noumènes avec le matériau pur de la sensation, mais pour des besoins pédagogiques, pour l'instant, on va mettre tout ça ensemble. Ça, c'est ce qui vient de l'extérieur sans qu'on puisse jamais le voir, parce que avant que ça arrive à notre conscience, on l'imprime déjà. Et il y a deux manières, deux types d'opérations de notre esprit qui vont changer ce qui nous arrive de l'extérieur. Il y a d'une part la sensibilité, ok, qui va appliquer à cette patte nouménale qui vient de l'extérieur, qui va appliquer les deux intuitions pures de la sensibilité, dit Kant, qui sont l'espace et le temps. Ce qui arrive là, c'est en dehors de l'espace et du temps. Ça arrive dans notre sensibilité et on étale le bâton, c'est-à-dire qu'on applique les deux catégories de l'espace et du temps à l'aide des formes a priori de la sensibilité, que sont l'espace et le temps précisément. Ça, c'est la première étape, d'accord? Et puis, une fois que la sensibilité a rajouté de l'espace et du temps dans le matériau brut de la sensation, on va avoir l'entendement qui, lui, va imprimer sur cette patte étalée par la sensibilité d'autres catégories, c'est-à-dire les catégories a priori d'entendement, les formes a priori de l'entendement. Que sont ces catégories? Ce sont les catégories de quantité, de qualité, de relation et de modalité. Donc ces catégories-là, donc c'est comme les emporte-pièces qu'on va appliquer sur le donné de la sensibilité. Okay. Donc à chaque fois, vous voyez que l'activité du pâtissier, ici dans la métaphore, c'est l'activité de notre esprit. C'est ce que nous on fait, c'est ce que nous on ajoute. On ajoute l'espace et le temps à la pâte. Et puis après, on ajoute la forme d'étoiles, de cœur, etc. Ça vient de nous tout ça. C'est pas quelque chose qui arrive tout cuisiné dans notre esprit. Donc les distinctions qu'on fait entre les choses, les distinctions spatiales et temporelles, les distinctions numériques, quantitatives, qualitatives, eh ben, elles viennent de la manière dont nous, on informe, dans notre esprit, dans notre système cognitif, informe les choses qui nous sont données. Bien, alors je vous ai dit que chez Kant, on a deux grandes sources vous avez vu maintenant, on a deux grandes sources de connaissances qui sont la sensibilité et l'entendement, qui chacune à leur tour façonnent le matériau brut des sensations, et chacune est liée à un certain type de représentation. Et ça, c'est une diapo pour vous présenter les différents types de représentation chez Kant. C'est une notion assez centrale chez lui. Donc, la première chose, c'est qu'on a des représentations qui n'ont pas de conscience, qui sont inconscientes, et puis on a des représentations qui impliquent une certaine conscience. Les représentations qui impliquent une certaine conscience, Kant les appelle des perceptions, Wahrnehmung. Parmi les représentations qui impliquent la conscience, on a des sensations brutes. C'est quoi? C'est des perceptions qui relient le sujet seulement à une de ces modifications, sans référence à un objet extérieur. D'accord? Donc c'est quelque chose de brut, on dirait, quand on parle pas en ces termes, on dirait quelque chose qui n'a pas d'intentionnalité, juste de la douleur, des frissons, des choses qui ne sont pas rapportées à un objet. Il n'y a pas de distinction sujet-objet dans les sensations. Et puis vous avez une autre catégorie de représentation consciente, on dit de perception, qui sont les connaissances. Qu'est-ce que c'est que les connaissances? Les perceptions objectives dans lesquelles il y a une distinction entre le sujet et l'objet. Et là, deux grands types de connaissances, et on retombe sur ce qu'on a vu maintenant. On a d'un côté les intuitions, c'est les connaissances qui relient directement le sujet à un objet singulier, cette chaise, cette table, et puis on a de l'autre côté, donc ça c'est la sensibilité, ici, les représentations de la sensibilité, et puis on a les représentations de l'entendement, que Kant appelle des concepts, c'est une connaissance qui relie indirectement le sujet à plusieurs choses au moyen d'une caractéristique partagée par ces choses. Donc le concept de chaise par opposition à la perception, à l'intuition de cette chaise-là. Alors maintenant, si on regarde les intuitions, plus précisément, il y a les intuitions que Kant va appeler contingentes, les intuitions sensorielles d'un objet particulier, votre perception de la chaise, maintenant. Et puis il y a une autre catégorie d'intuitions qui sont les intuitions pures, qui sont nécessairement jointes à chaque intuition empirique et qui sont antérieures à toute perception. Qu'est-ce que c'est que ces intuitions pures? Ça va être précisément l'espace et le temps. Donc si vous voyez maintenant une chaise, forcément, vous accordez à la chaise un certain type d'existence spatiale et temporelle. Okay? Et cette notion d'espace et de temps, ces notions d'espace et de temps sont des choses qui viennent de notre esprit. Mélina. Il y a une représentation sans conscience et de nous-mêmes. Non. Qu'est-ce que c'est les représentations sans conscience? Vous me posez une colle?
Je les ai mises là, mais pourquoi je les ai mises là? Je les avais mises là pour insister à l'époque sur le fait que Kant ne souscrivait pas à l'idée cartésienne que tout état mental était conscient, mais les représentations sans conscience, tout ça, les représentations, c'est toujours au niveau de l'esprit, d'accord? Donc l'idée, c'est qu'on a des représentations, on peut représenter quelque chose sans forcément avoir conscience, ni du fait qu'on le représente, ni de ce qu'on représente. Mais je vais creuser un peu parce que j'ai un doute maintenant que vous me posez ça. En tout cas, c'est pas les noumens. Les noumens, c'est pas des représentations, c'est des choses. On peut même pas dire des choses, c'est du truc. On ne devrait même pas pouvoir les différencier numériquement, si vous voulez, parce que nos différences numériques, ça vient typiquement de l'espace, du temps. Noumen, c'est comme de la pâte qui est là à l'extérieur, on ne sait pas trop, d'accord, un blob un peu qui s'étend autour. Ouais. Mais pourquoi il a défini les noumens, enfin, ça lui permettait de fonder tout ça, mais en soi, il pouvait pas être. Enfin, il parle de noumens, donc voilà, c'est pas trop. Bah, oui, oui, non, non, vous avez raison de ne pas comprendre et vous n'êtes pas la seule à ne pas comprendre. C'est-à-dire que c'était une des objections principales qui lui a été faite après. Je vais venir dans un instant au Noumen. Hein. Pourquoi est-ce qu'il les introduit et plus précisément, comment est-ce qu'il les caractérise négativement, comme je vous l'ai déjà dit. Mais le doute, ça a été de dire, oui, mais pourquoi est-ce que vraiment tu gardes ces Noumen à l'extérieur dont on ne peut rien dire, qui n'ont pas d'effet en réalité la causalité, c'est une des catégories pures de l'entendement. Donc les noumens en eux-mêmes, ils n'ont pas de pouvoir causaux, c'est pas eux qui ont un impact notre système perceptif. Donc pourquoi est-ce qu'ils gardent ça? Et ça va être précisément le mouvement de l'idéalisme allemand après Kant. Kant, si vous voulez, c'est pas encore un idéaliste. Ce que je disais tout à l'heure à Charlotte, c'est pas Berkeley en un sens, mais les idéalistes allemands non plus, c'est une autre forme d'idéalisme. Mais en tout cas, ils gardent un ancrage dans une réalité indépendante. Okay, il refuse ce prédicat d'être un idéaliste transcendantal. Il dit non, non, moi surtout pas. Je suis avec Locke, je suis pas avec Berkeley. Quand il s'agit de savoir s'il y a une réalité extérieure. Donc il veut garder ça. Évidemment, les idéalistes après lui qui arrivent, Fichte, Hegel et d'autres, vont dire, mais en fait, quel est l'intérêt de garder? Si tout ce qui vous reste de la réalité extérieure, c'est ce truc dont on peut rien dire, ben autant le débarrasser, puis on a tout ce qui existe, c'est juste un produit de notre esprit, puis on est très heureux, on peut déduire la table du jeu, ou je sais pas quoi, ce que s'amuser à faire Fichte et d'autres. Je dis s'amuser, je suis pas très charitable avec les idéalistes allemands, il faudrait quelqu'un d'autre que moi pour vous en parler de manière beaucoup plus charitable. Mais l'idée en général, c'est ça, hein, c'est de dire il faut abandonner l'idée d'un monde extérieur indépendant de nous complètement, okay, quand il a juste encore un petit pied dans le monde extérieur. Mais vous avez parfaitement senti le problème avec cette notion de nous-mêmes dont on peut rien dire. Jean. Oui, je vais me redonner un exemple de l'intuition pure. C'est les deux intuitions pures pour Kant, c'est l'espace et le temps. Okay. Donc à chaque fois que vous avez une intuition empirique, vous voyez la chaise maintenant, elle vous semble être à un certain lieu dans l'espace, elle vous semble exister à un certain moment. Tout ça, c'est l'intuition pure qui a imprimé ça, qui a fait en sorte qu'elle a localisé la chaise à un certain endroit, à un certain moment. Sans l'intuition pure de l'espace et du temps, on ne pourrait pas avoir les objets dans l'espace et dans le temps. Donc elle est comme en arrière-plan, et c'est elle qu'on découvre à l'aide, j'allais dire a posteriori, mais c'est pas a posteriori parce que c'est justement a priori, mais c'est a posteriori dans le sens plus ordinaire. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression qu'on a ce truc-là. On n'a pas l'impression quand on voit les choses qu'on est en train d'attribuer de l'espace et du temps à chaque instant. Mais en réalité, c'est ça qu'on découvre si on fait de la philosophie transcendantale comme Kant entend la faire. Bien. Mais du coup, l'existence, ça va aussi là-dedans? Alors, on va parler de l'existence. Faut que je fasse un point sur l'existence. Parce que là-dessus, il y a une belle continuité entre Kant et Hume. Mais non, l'existence, ça ne va pas là-dedans. Je rajoute un point sur l'existence. Je crois que je l'ai déjà fait, mais maintenant que vous me le dites, c'est important qu'on le fasse. Il en traite notamment dans la question de l'existence de Dieu, et c'est important que je n'en doute de moi. Cyril. Donc, si on enlevait nos cinq sens, enfin plus toutes les données empiriques, il nous resterait quelque chose de connaissance sur le monde qui est l'espace et le temps. Oui, vous pouvez fermer les yeux et avoir des connaissances pures sur l'espace et le temps. Et qu'est-ce que c'est que les connaissances pures sur l'espace et le temps? Ça va précisément être les connaissances mathématiques. Okay, donc la connaissance pure de l'espace, ça va être la géométrie. La connaissance pure du temps, ça va être l'arithmétique. D'accord? Et ça, vous voyez, quand vous faites de la géométrie ou de l'arithmétique, en tout cas, c'est clair pour la géométrie. La géométrie, on a des connaissances spatiales sur la structure de l'espace, sur les différentes formes possibles, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de perception. C'est sans doute plus dur pour quelqu'un qui ne perçoit pas du tout de faire de la géométrie, mais Candy, il aura quand même une intuition, il peut quand même avoir une intuition pure de ces notions spatiales et développer de la géométrie. D'accord? Voilà.
Bien, donc, on a ces deux formes d'intuition. Maintenant, on va creuser les intuitions de notre côté. On a les intuitions pures, le temps et l'espace, ben voilà, j'aurais dû les dire avant. Et puis, deux types de concepts. On a des concepts empiriques qui ont leur origine dans les formes pures de la sensibilité. Concept de ce que différents objets ont en commun, concept de chaise par exemple, concept d'éléphant. Et puis on a les concepts purs, à savoir des concepts qui ont leur origine dans l'entendement seulement. Et là c'est la causalité, la qualité, la quantité et les autres concepts qu'on verra ensuite. Alors on commence par la sensibilité chez Kant, hein, à savoir la première étape, la perception, ce qui a en un sens de plus familier. Et on essaye de voir comment ça marche. Donc la première chose que dit Kant, c'est qu'il y a un sens très clair dans le sens dans lequel la sensibilité, c'est une faculté passive, d'après lui, qui reçoit les représentations à travers les sens. Autrement dit, même si on imprime nous-mêmes des choses sur les objets, on ne le fait pas de manière volontaire. On n'est pas en train de dire « Ah, voilà du donné de la sensibilité, je vais choisir de l'imprimer de manière spatiale ou de manière temporelle ». C'est quelque chose qui nous arrive. Donc, la sensibilité, elle donne des objets à l'esprit. Okay, ça entérine l'idée qu'il y a bien quelque chose qui se passe à notre insu. Pour nous, c'est quelque chose qui nous est donné, mais en réalité, la sensibilité, c'est presque un peu, j'allais dire, une menteuse, comme quand t'aimerais pas qu'on dise ça comme ça, mais elle fait comme si elle nous présentait des choses, alors qu'en réalité, elle les structure, elle les informe. Les représentations de la sensibilité sont donc ce que Kant appelle des intuitions. Les intuitions empiriques, c'est des intuitions externes. Là, je suis obligé d'introduire différentes distinctions que Kant introduit pour la suite. Voir un arbre, ou des intuitions internes, comme se sentir heureux. Et l'idée de Kant, c'est que l'intuition empirique, elle se rapporte à son objet par l'intermédiaire de sensations qui sont la matière de ces objets. Les objets, Kant les appelle les objets de la sensibilité, donc des intuitions, Kant les appelle aussi des phénomènes. Donc les sensations, ce que vous aviez tout à gauche dans la théorie, dans la typologie des représentations, les sensations, celles dans les représentations dans lesquelles il n'y a pas de distinction entre le sujet et l'objet, c'est ce qui constitue le matériau ou la matière des intuitions. Donc d'un côté, vous avez la matière, et puis de l'autre côté, vous avez la forme. Et la forme, c'est quoi? Ça va être précisément l'espace et le temps. Comment Kant caractérise la forme? La forme des phénomènes, autrement dit des objets que vous percevez, c'est ce qui fait que là je cite, ce qui fait que le divers du phénomène peut être ordonné selon certains rapports. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a une citation qui va peut-être en partie éclairer ça dans un instant. Mais donc la matière du phénomène et des objets perçus, ça vous la connaissez a posteriori. Par contre, leur forme, vous pouvez la connaître a priori. Et Kant dit, j'appelle intuition pure ce qui constitue la forme des intuitions empiriques. Donc une intuition empirique, elle a une forme, elle a une matière, et sa forme, c'est les intuitions pures. D'accord? Et voici maintenant ce que dit Kant ici, où il synthétise, où il met toutes les différentes distinctions que je viens de vous présenter. Étant entendu que ce en quoi seulement les sensations se peuvent ordonner et être disposées en une certaine forme ne peut lui-même être à son tour sensation, ce en quoi seulement les sensations se peuvent ordonner et être disposées en une certaine forme ne peut jamais être à son tour une sensation. Autrement dit, la forme des sensations ne peut à son tour être une nouvelle sensation. Assurément, la matière de tout phénomène ne nous est-elle donnée qu'a posteriori, mais il faut que sa forme réside a priori dans l'esprit, prête pour l'ensemble des sensations, et qu'elle puisse par conséquent être considérée abstraction faite de toute sensation. Donc ça, c'est ce que Kant appelle les intuitions pures, la forme des phénomènes, des objets. Je nomme pure toutes les représentations dans lesquelles ne se rencontre rien qui appartient à la sensation. Conformément à quoi la forme pure des intuitions sensibles en général se trouve a priori dans l'esprit, où tout le divers des phénomènes est intuition selon certains rapports. Cette forme pure de la sensibilité s'appellera elle-même intuition pure. Elle réside a priori dans l'esprit, même sans un objet réel d'essence ou sans sensation, comme une simple forme de la sensibilité. Donc, vous voyez, c'est une des choses un peu pénibles chez Kant, c'est qu'il n'arrête pas de réintroduire du jargon pour redire la même chose. L'idée, c'est toujours la même, mais on peut la dire de différentes manières. Il y a la forme pure il y a la forme de la sensibilité, il y a les intuitions pures. Toutes ces choses-là, c'est l'espace et le temps, et c'est ça qui informe les sensations, qui constituent le matériau des phénomènes. Et ces formes-là, vous pouvez les connaître de manière purement a priori.
Donc les formes de la sensibilité, l'espace et le temps, c'est la réponse que je faisais. Je ne sais plus qui a posé la question sur le. C'est vous, Cyril, je crois, sur est-ce qu'on peut connaître les formes pures de la sensibilité? Oui, c'est ce que vont faire précisément les mathématiques. Une science de tous les principes de la sensibilité a priori, je la nomme esthétique transcendantale. L'esthétique transcendantale, c'est la science qui va faire la liste de tous les principes de la sensibilité a priori. C'est juste encore un morceau de jargon pour dire un peu la même chose. Donc, la sensibilité, je vous l'ai dit à l'instant, elle est passive, mais elle va jouer un rôle structurant. Donc, elle impose ces formes a priori que sont l'espace et le temps. L'espace et le temps sont les formes de la sensibilité humaine, et quand on le sait maintenant, les appelle aussi des intuitions pures. Et je me répète, une intuition empirique est une matière ou sensation qui est informée par les formes a priori de la sensibilité. Nous n'accédons pas à la sensation ou à la matière avant qu'elle ne soit informée. Par suite, nous ne pouvons pas représenter un objet qui n'est pas dans le temps ou dans l'espace. Okay. Alors, quelques points juste pour fixer les définitions ici. On a des représentations pures, c'est des représentations dans lesquelles ne se rencontre rien de ce qui appartient à la sensation. Okay. Typiquement, ce que vous faites quand vous faites des maths. Dans l'esthétique transcendantale, c'est la science de... Qu'est-ce que c'est que l'esthétique transcendantale? C'est la science de tous les principes de la sensibilité a priori, c'est ce qu'on vient de voir. Et qu'est-ce qu'on entend par transcendantal quand on dit ces mots qui, chez moi, signifient toujours un rapport de notre connaissance, non pas aux choses mêmes, mais seulement à la faculté de connaître. Okay. Donc, quand on dit transcendantal, c'est comment est-ce qu'on peut connaître. Donc, l'esthétique transcendantale, c'est la faculté de connaître par l'intuition. Est-ce que j'ai besoin... C'est un peu assommant tout ça, mais où est-ce que... Ok, encore une distinction, pardonnez-moi. Donc il y a deux sens. Il y a les sens externes qui nous représentent les objets comme étant hors de nous, dans l'espace. Et puis il y a le sens interne. C'est le moyen par lequel l'esprit s'intuitionne lui-même. Et quand on dit l'espace, c'est l'intuition pure du sens externe, et le temps, c'est l'intuition pure du sens interne. Donc là, ce que fait Kant, c'est quelque chose d'assez couramment admis à l'époque. On a déjà des choses comme ça chez Hume notamment. C'est l'idée que dans ce que vous percevez les choses comme étant dans l'espace, à différents endroits. Par contre, quand vous pensez à vos propres états mentaux, maintenant, quand vous pensez au plaisir que vous avez eu la dernière fois que vous avez bu un bon pinot noir, à ce que vous voyez quand vous étiez au sommet de Chaumont ou je ne sais quoi, toutes ces choses-là, c'est des choses, des états mentaux qui sont reliés entre eux, non pas par des relations spatiales, mais seulement par des relations temporelles. Vous dire, j'ai vu telle chose quand j'étais au sommet de Chaumont, après que j'ai bu mon verre de pinot noir. Donc il n'y a pas de relation, les états mentaux sont reliés par des relations temporelles, mais pas par des relations spatiales. Vous ne pouvez pas vous dire que votre plaisir était au-dessus de votre perception ou ce genre de choses, à gauche ou à droite. Donc on a deux facultés, là je fais une petite synthèse, deux facultés chez Kant, on a la sensibilité, il y a le sens externe, il y a le sens interne, et puis on a l'entendement, et on revient maintenant, enfin, à nos mathématiques. Donc vous vous souvenez que pour Kant, il constitue l'exemple paradigmatique qui lui permet de dire à Hume, non, il y a une connaissance a priori qui est synthétique. Okay. Alors, on s'est demandé comment est-ce que il pouvait y avoir une connaissance a priori qui est synthétique. On a vu l'argument que Kant donnait pour dire les mathématiques sont synthétiques parce qu'ils font appel à l'intuition. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'avec sa théorie de l'espace et du temps comme forme a priori, forme pure a priori de l'intuition, il va rendre compte du caractère synthétique et a priori des mathématiques. Donc pour Kant, les mathématiques, contrairement à la philosophie, sont tirées de l'intuition, alors que la philosophie elle va être tirée des concepts de l'entendement. Et donc l'intuition va jouer un rôle en mathématiques, mais pas en philosophie. Problème initial, et c'est la chose dont on a discuté tout à l'heure quand on parlait des mathématiques, l'intuition, ça semble être empirique, ça donne des connaissances contingentes. Comment est-ce que c'est possible d'avoir une intuition a priori? Okay. Ça, c'est le problème, mais Kant, maintenant, la solution, c'est quoi ma solution? J'ai des intuitions pures. On peut décrire l'espace sans décrire l'espace d'une sensation particulière. On peut décrire le temps sans décrire le temps qui s'applique à un objet particulier. L'intuition,
est une représentation qui dépend immédiatement. Bon, ça c'est pour redire le problème. Mais comment l'intuition de l'objet peut-elle précéder l'objet? Ça c'est la manière dont Kant dit le problème. Voici la réponse, pardon. L'idée de Kant, c'est que l'intuition ne nous présente pas les choses en soi. Les propriétés de la chose ne peuvent se transporter de la chose dans mon esprit, on a déjà vu ça. Surtout si l'intuition présentait les choses en soi, elle ne pourrait jamais être a priori, c'est-à-dire présenter l'objet. La grande thèse de Kant, pardon, je passe vite parce que c'est plein de manières de redire la même chose. Quand on suit le texte de Kant, il y a beaucoup de ce type de reformulation de l'idée centrale. Grande idée de Kant, la sensibilité, c'est quelque chose qui conditionne les apparences. L'intuition empirique ne représente pas les choses en elles-mêmes, mais un phénomène, un objet qui est une simple apparence, qui est conditionné par les formes de notre sensibilité. Et voilà comment Kant explique comment est-ce qu'il peut y avoir des mathématiques qui sont des conséquences synthétiques a priori. Kant va dire la géométrie, elle est fondée dans l'intuition pure de l'espace, tandis que l'arithmétique, 7 plus 5 égale 12, elle est fondée dans l'intuition pure du temps. Vous additionnez les choses les unes après les autres. Vous additionnez successivement un certain nombre d'entités ou vous les soustrayez successivement. Donc cette idée que l'arithmétique, c'est quelque chose qui requiert du temps, on va la retrouver souvent par la suite, mais au départ, là, c'est une idée kantienne de dire l'arithmétique, c'est une histoire d'addition, de soustraction, des opérations qui prennent du temps. Là, il y en a des opérations, parce que dans la géométrie, on a des démonstrations, mais qui se passent dans l'espace. Je vous lis juste la seconde citation ici. Cette conception est absolument nécessaire. Donc, tout ce qu'on vient de dire sur l'intuition pure qui fonde les mathématiques, c'est absolument nécessaire si on doit admettre comme possible des propositions synthétiques a priori. L'espace et le temps sont ces intuitions dont la mathématique pure fait le fondement de toutes ces connaissances. Et dernière citation sur ce sujet-là, et vous allez voir que Kant répète son intuition fondamentale, on ne voit aucune nécessité à ce que les choses doivent s'accorder avec l'image que nous nous en faisons de nous-mêmes et par avance. Pourquoi est-ce que la connaissance a priori serait possible? Mais si cette image, ou plutôt si cette intuition formelle est la propriété essentielle de notre sensibilité, grâce à laquelle seuls les objets nous sont donnés, si de plus cette sensibilité ne représente pas des choses en soi, mais seulement leurs phénomènes, il est bien facile de comprendre alors, et même il est démontré de façon incontestable, que tous les objets extérieurs du monde sensible doivent nécessairement s'accorder de tout point avec les propositions géométriques, parce que la sensibilité, grâce à la forme qu'elle donne aux intuitions extérieures, l'espace, forme dont s'occupe la géométrie, rend seul possible ces objets en tant que purs phénomènes. On redit encore cette idée que c'est notre sensibilité, plutôt que nous, qui imprimons aux objets des catégories spatiales qui sont décrites par la géométrie. Alors on en vient aux noumens, il me reste 10 minutes pour parler des noumens, mais ça va aller vite parce qu'il n'y a rien à dire sur les noumens concrètement. L'espace et le temps, pour commencer, ce ne sont pas des noumens, okay? Ce sont des conditions de notre appréhension des phénomènes. Les phénomènes, vous vous souvenez, c'est les objets, c'est les choses qui semblent nous apparaître. Ces objets, ils sont en partie constitués par l'espace et le temps que nous y mettons. Donc l'espace et le temps ne sont pas dans les choses. Si vous voulez savoir comment est vraiment le monde complètement en dehors de nous, il faut oublier toute catégorie spatiale et temporelle. Donc les noumens, ils n'ont pas de propriété spatiale et temporelle. Si jamais vous pensez que c'est grâce à l'espace qu'on individue les objets, c'est-à-dire qu'on les distingue les uns des autres, vous vous dites que cette chaise est distincte de cette table parce qu'elles ne sont pas exactement au même endroit au même moment, ça implique qu'au sein des noumens, vous n'avez pas non plus ce type de distinction spatiale-là. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire, ah ben ça c'est un noumen différent de celui-là parce qu'il n'est pas au même endroit. Évidemment, les noumens ne sont pas à un endroit. Peut-être faudrait mieux dire du noumen que des noumens à cet égard. Alors il y a bien une réalité pour Kant qui est derrière les apparences, mais elle ne nous est pas connaissable. La notion de noumen, c'est uniquement une notion négative pour Kant. C'est quelque chose qui ne possède ni les formes pures de l'intuition, ni les catégories a priori de l'entendement sur lesquelles on reviendra. Voici ce que dit Kant. Notre représentation sensible ne représente pas les choses en soi, mais seulement la manière dont celles-ci nous apparaissent. Donc vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont.
mais vous voyez simplement la manière dont ces choses vous apparaissent. C'est l'espace qui est dans notre esprit qui rend possible l'espace physique, c'est-à-dire l'extension même de la matière. C'est l'espace qui est dans notre esprit qui rend possible l'extension même de la matière. Vous voyez bien, c'est vrai que ce n'est pas de l'idéalisme, parce qu'il y a quand même quelque chose derrière, mais enfin, ça y ressemble quand même furieusement. Il n'est pas une propriété des choses en elle-même, l'espace n'est pas une propriété des choses en elle-même, mais simplement une forme de notre représentation sensible. Donc en dehors de nous, point d'espace, et en particulier pas d'espace sur les noumens. Alors que sont les noumens? De là résulte à la vérité le concept d'un noumen, concept qui n'est pas du tout positif, et ne signifie pas une connaissance déterminée d'une chose quelconque, mais seulement la pensée de quelque chose en général, où je fais abstraction de toute forme de l'intuition sensible. En dehors de la sphère des phénomènes, il n'y a qu'une étendue vide pour nous, c'est-à-dire que nous avons un entendement qui s'étend problématiquement plus loin que cette sphère, mais que nous n'avons pas d'intuition, ni même de concept d'une intuition possible, qui puisse nous donner des objets en dehors du champ de la sensibilité et permettre à l'entendement d'être employé assertoriquement au-delà de la sensibilité. Alors, qu'est-ce que veut dire Kant ici? Comment est-ce qu'on se fait l'idée de nous-mêmes à l'extérieur de nous? On ne peut pas voir les nous-mêmes, donc ce n'est pas l'intuition. C'est simplement notre entendement qui nous permet ça. Mais normalement, notre entendement, il s'appuie sur ce qu'on voit. Là, il ne peut pas s'appuyer sur ce qu'on voit. Donc, Kant dit, il a ces modificateurs adverbiaux ici pour dire notre entendement, il se fait l'idée des noumens, mais de manière problématique et pas assertorique, comme quelque chose dont il y aurait besoin. Le concept d'un noumen est simplement un concept limitatif qui a pour but de restreindre les prétentions de la sensibilité et qui n'est donc que d'un usage négatif. Il n'est pourtant pas une fiction arbitraire, il se rattache au contraire à la limitation de la sensibilité, sans toutefois pouvoir établir de quelque chose de positif en dehors du champ de la sensibilité. Donc le noumen, c'est ce qu'on ne peut pas voir. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Vous demandiez tout à l'heure pourquoi est-ce que Kant maintient ça. André Mélina, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il a une preuve pour ça? Quel est l'intérêt de maintenir ça dans sa théorie? Alors on va terminer là-dessus. Si vous dites comme Kant que l'espace et le temps ne sont pas dans les choses, qu'il faut, comme il le dit, faire déchoir l'espace et le temps au rang de simples formes de notre intuition sensible, on peut avoir l'impression que Kant, c'est un idéaliste, quelqu'un qui pense que tout ce qui existe est simplement dans notre esprit. Okay. Mais ce n'est pas le cas, précisément parce qu'il admet des choses en soi, d'une part, et puis je vais laisser tomber le deuxième point, et il insiste sur le point suivant. Il dit, quand je dis que l'espace est utile, parce que comme Kant n'est pas toujours facile à comprendre, quand il rapproche ses thèses à d'autres philosophes, ça nous aide. Il dit, à un moment, vous connaissez Locke, vous connaissez Hume, tout ce que je fais, moi, c'est que Locke dit qu'il y a des qualités secondes. Vous vous souvenez de cette histoire qualité première, qualité seconde? Pour Locke, je ne sais pas si vous avez, enfin, pour certains d'entre vous vous en souvenez, pour d'autres, encore une fois, vous le verrez à un certain moment. Pour Locke, il y a deux types de qualités sensibles. Il y a les qualités premières et il y a les qualités secondes. Les qualités secondes, typiquement, c'est la couleur, le goût, les odeurs. Et Locke dit, ces choses-là, ces qualités-là, elles ne sont pas dans les corps. La couleur, elle n'est pas vraiment dans les corps, le goût ne sont pas vraiment dans les corps. Pourquoi? Parce que ça dépend de la manière dont nous, on les sent. Okay? Il y a une forme de dépendance de ces qualités secondes à l'égard de l'expérience. Il y a différentes versions de cette thèse-là, mais en très gros, c'est la thèse de Locke. En réalité, Locke dit que ce sont des pouvoirs dans les corps de causer en nous une certaine expérience. Mais laissons tomber ces complications-là. La manière dont Kant le comprend probablement ici, c'est de dire non, la couleur, elle est en partie dans notre esprit. Okay. À l'inverse, dit Locke, il y a des qualités premières, comme être rond, être à un certain espace les uns des autres, avoir lieu à un certain moment, le nombre, le temps, les propriétés spatiales, qui, elles, sont vraiment des qualités qui sont dans les corps, qui ne sont pas dépendantes de notre esprit. Okay. Donc, quand vous voyez la chaise bleue, Locke dit quand vous voyez la chaise bleue ici, la forme de la chaise, elle existe vraiment dans la chaise, la couleur de la chaise, elle n'existe pas vraiment dans la chaise. Parce que nous, on la voit bleue, mais un chien la verrait d'une autre couleur, un daltonien d'une autre couleur. Donc la couleur, ça nous semble être une propriété de la chaise, mais en réalité, c'est une propriété qui dépend de notre appareil perceptif. Tandis que la forme, ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans la chaise. Donc ça, c'est une grande thèse de Locke, de Galilée, de beaucoup de philosophes modernes. Et qu'est-ce que dit Kant? Quand il voit ça, il dit, mais en fait, moi, je ne fais pas quelque chose de si radical que ça. Tout ce que je dis, c'est que je reprends la philosophie de Locke,
Locke dit la couleur, c'est quelque chose en fait qui est un peu dans notre esprit. On la voit dans la chaise, mais en réalité, ça vient de nous. Ben, quand on dit, ben, moi, je fais pareil pour la forme. La forme spatiale, c'est quelque chose qui est dans notre esprit, puis en réalité, c'est quelque chose qui nous semble être dans la chaise, mais en réalité, on la projette depuis notre esprit. Donc, il pense être juste en train de radicaliser Locke. Est-ce que vous avez en tête un autre philosophe qui a radicalisé Locke comme ça? Un autre philosophe qui a dit les qualités premières, elles sont comme les qualités secondes, elles ne sont pas dans les corps, elles sont dans notre esprit. Berkeley, bien, il faut le dire fort. Berkeley, celui dont vous ne vous souvenez jamais, mais c'est Berkeley, d'accord. Berkeley, officiellement, sa thèse, c'est ça. Il arrive après Locke, c'est un empiriste, Berkeley. Entre Locke et Hume, il dit, moi je pense qu'il n'y a pas que les couleurs qui dépendent de l'esprit, il y a aussi les formes. Berkeley, c'est un immatérialiste, il pense qu'il n'y a pas de matière en dehors de l'esprit. Tout ce qu'il y a dans le monde, pour Berkeley, c'est des esprits et Dieu, et les qualités sensibles que perçoivent les esprits, mais qui sont dans les esprits. Alors, qu'est-ce qui distingue qu'est-ce qui distingue Berkeley de Kant? Qu'est-ce qui fait que Kant, contrairement à Berkeley, n'est pas un idéaliste? La réponse, c'est les noumènes. D'accord? C'est ça. C'est la seule différence, c'est que pour Kant, il y a, au-delà de notre expérience, un certain nombre de choses qui existent. Alors, voici, pour vous présenter cette petite distinction ici. Que dit Locke? Les qualités premières, étendue, solidité, figure, mouvement, sont dans les choses, mais pas les qualités secondes, à savoir la couleur, le son, le goût, la chaleur. Okay? Et Locke pense qu'il y a des choses en dehors de nous. Vous vous souvenez, Locke, c'est un réaliste indirect, il pense qu'en dehors de l'expérience, il y a bien un monde matériel. Et justement, les choses dans le monde matériel, elles ont des qualités premières, mais elles n'ont pas des qualités secondes. C'est vraiment une approximation que je dis là, pour la raison que je vous ai dit précédemment. En réalité, pour Locke, les qualités secondes sont dans les corps comme des pouvoirs, mais c'est plus simple de présenter comme ça. Que dit Berkeley pour sa part? Il dit que ni les qualités premières, ni les qualités secondes ne sont dans les choses. Okay? Tout ça, c'est dans l'esprit. La forme de la chaise, la couleur de la chaise, c'est dans nos esprits. Et il dit qu'il n'y a pas de choses, dans tous les cas. Il n'y a pas de substance matérielle. Okay? Il n'y a rien de matériel. Ça, c'est la thèse de Berkeley. Kant, il se situe entre les deux, à cet égard. Il dit, ni les qualités premières, ni les qualités secondes ne sont dans les choses. Je suis d'accord avec Berkeley. Mais, pardon, je suis d'accord avec Berkeley. Je suis d'accord avec Berkeley. Par contre, là, je ne peux pas te suivre, Georges. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de choses. Il reste toujours des choses en dehors de nous. Ces choses, c'est les noumènes, qui ressemblent aux choses de Locke. Okay? Mais Locke dit on peut les connaître en partie, ces choses, parce qu'on peut connaître leurs qualités premières, on peut voir leur forme. Il y a vraiment, les choses extérieures, elles ont vraiment des formes. Mais Kant, évidemment, vu qu'il dit que la forme, c'est quelque chose qui dépend de notre esprit, de notre intuition pure, les choses à l'extérieur, il les a complètement dépouillées, elles n'ont plus aucune propriété maintenant. C'est pour ça que ça devient des noumènes, d'accord? Elles n'ont plus du tout de forme. Berkeley avait anticipé l'absurdité de la situation, qui était le doute derrière votre question, Mélina, tout à l'heure. Berkeley, lui, dans les dialogues entre Hylas et Philonous, et dans son ouvrage Ces principes, où il défend le matérialisme, Berkeley dit, bien avant Kant, mais c'est complètement absurde, cette idée de maintenir une substance qui n'aurait aucune qualité. Lui, il pense que si on en est rendu là, on est réduit à l'absurde. Donc c'est pour ça qu'il évite ça et qu'il pense qu'il faut se débarrasser du monde extérieur. Kant, lui, pense qu'il faut maintenir cette idée-là. Et voici, je vous laisserai ensuite sur cette citation, l'endroit où Kant... deux citations, pardon. Citation première sur le rapport de Kant à Locke et deuxième citation sur le rapport de Kant à Berkeley. Que sans compromettre l'existence des choses extérieures, on puisse dire d'une foule de leurs prédicats qu'ils n'appartiennent pas à ces choses en soi, mais seulement à leur phénomène, et qu'ils n'ont aucune existence propre en dehors de notre représentation, c'est une chose généralement admise et reconnue longtemps avant Locke, mais surtout depuis ce philosophe. De ces prédicats, donc les prédicats qui dépendent de nous, font partie la chaleur, la couleur, le goût, etc. Si pour des raisons puissantes, pour les raisons que j'ai données, je regarde aussi comme de simples apparences les autres qualités des corps, celles qu'on nomme premières, l'étendue, le lieu et en général l'espace avec tout ce qui en dépend, il n'y a pas le moindre motif à alléguer pour refuser d'admettre cette doctrine, et si l'on n'appelle pas idéaliste celui pour qui les couleurs ne sont pas des propriétés de l'objet en soi, mais simplement celles de la vue en tant qu'elle la modifie, il n'y a pas non plus de raison pour nommer ma théorie idéaliste en s'appuyant simplement sur le fait qu'à mon sentiment, un plus grand nombre de propriétés, y compris les propriétés premières donc,
toutes les propriétés même qui constituent l'intuition d'un corps appartiennent seulement à son phénomène, car l'existence de la chose qui apparaît n'est pas pour cela supprimée comme par l'idéalisme effectif, mais on montre seulement que nous ne pouvons pas la connaître par l'essence comme étant ça. Mettez des points, mettez des points. Mais vous voyez, l'argument de Kant, il est tout bête. Il est juste de dire, vous dites pas que Berkeley c'est un idéaliste, parce qu'il dit que les couleurs sont dans l'esprit. Moi, tout ce que je fais, c'est je dis que les couleurs sont dans l'esprit, puis il y a aussi la forme qui est dans l'esprit. Vous n'allez pas dire de moi que je suis un idéaliste, il y a toujours quelque chose à l'extérieur. D'accord? Donc ça, c'est Kant avec Locke. Je suis presque comme Locke, c'est simplement que j'en mets un petit peu plus dans l'esprit. Et maintenant, ça c'est Kant contre Berkeley, et après ça, on arrête. L'idéalisme consiste dans l'affirmation qu'il n'y a pas d'autres êtres que les êtres pensants. Ah, ça c'est vraiment Berkeley. Le reste des choses que nous croyons percevoir dans l'intuition ne seraient que des représentations dans les êtres pensants, et dans la réalité, aucun objet extérieur n'y correspondrait. Moi, Kant, au contraire, je dis, il y a des choses qui nous sont données comme objets de nos sens extérieurs. Seulement, nous ne savons rien de ce qu'ils peuvent être en eux-mêmes. Nous ne connaissons que leurs phénomènes, c'est-à-dire les représentations qu'ils produisent en nous quand ils affectent nos sens. Ah, tu ne te contredis pas, Emmanuel? Quand ils affectent nos sens. Il n'est censé pas y avoir de pouvoir causaux des noumènes. Mais n'empêche que les noumènes affectent nos sens. Affectent, ça ressemble beaucoup à causer. Hein. Ça, c'est un problème qu'ont soulevé un certain nombre d'objecteurs à Kant. Si vraiment les noumènes sont derrière et affectent nos sens, est-ce qu'ils ne doivent pas au moins avoir des pouvoirs causaux? Je ferme la parenthèse. J'admets donc sans aucun doute qu'il y a en dehors de nous des corps, c'est-à-dire des choses qui, dans ce qu'elles peuvent être en soi, nous sont absolument inconnues, mais que nous connaissons par les représentations que leur action sur notre sensibilité fait naître en nous, donc ils agissent, et auxquels nous attribuons la dénomination de corps, ce mot nous signifiant ainsi que le phénomène de cet objet qui nous est inconnu, mais qui n'en est pas moins réel. Peut-on bien appeler cela de l'idéalisme? C'est justement le contraire. Le contraire de l'idéalisme, c'est d'admettre ces trucs qu'on ne peut pas connaître du tout. Okay. Et donc Kant finit par glisser et dire à plusieurs endroits qu'ils affectent nos sens et qu'ils ont une action sur nos sens. Ça voudrait dire qu'ils ont des pouvoirs causaux, et ça voudrait dire, a priori, s'ils peuvent avoir une action sur nos sens, qui sont sans doute quelque part dans le temps et dans l'espace, sinon on a du mal à comprendre comment ils pourraient avoir un effet sur nos sens. Mais ça, Kant en dit sans doute trop ici. Sa position la plus stable et officielle, c'est qu'on ne peut absolument rien dire des noumènes, même pas qu'ils affectent nos sens. Bien, j'aurais voulu conclure sur une note un peu plus positive, mais non, les noumènes sont exclusivement négatifs. La prochaine fois, on verra l'entendement chez Kant et puis on passera à sa philosophie pratique. Lisez les deux préfaces et l'introduction de la critique de la raison pure, et je vous souhaite une très bonne semaine.